Allô? Allô? Ouais, c'est moi. Ah, ça va? Ça va? Ouais, cool. Oh, t'as vu ce qui se passe là? Tout le monde en parle, hein? Ah non, de quoi tu me parles? Attends, tu rigoles quoi? À la radio, à la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah, le truc! Mais oui, ce matin, je suis allée au pressing, mais attends, mais tout le monde en parle. Ah non, c'est faux, tu sais que j'ai eu truc en ligne là, il Non. t'a fendu. Ah oui, il en Arrête. parlait aussi. Lui aussi, il en parle. Ah oui, lui aussi, il en parlait. Si lui, il en parle, ça veut dire que tout le monde en Ah parle. non, non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je ne crois pas. Tout le monde en parle. Inévitable. Tout le monde en parle, non? Amis du samedi soir, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle. Vous connaissez le principe, tout le monde en parle, alors tout le monde en parle. Vous connaissez Laurent Baffy, le voici. Énorme. Les gens sont gentils. Ou alors tu les as bien briefés. Ou alors ils sont très gentils. Non, non, on n'aura pas dit de t'applaudir plus que les autres. Non, non, je crois que c'est sincère. Il y a un Laurent. chauffeur de salle quand même qui vous a dit d'applaudir. Pas du tout, non, 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 non. Bon alors Laurent, Europe 2 tous les soirs, c'est quoi ce bordel de 21h à 23h? Ouais. T'es venu 2 fois déjà. Moi je suis déjà allé 2 fois, Plein ouais, de gens mais sont il y a des venus. gens incroyables qui viennent là. J'ai entendu Jack Lang l'autre soir. Ouais. Super émission avec Jack Lang. Super émission. Type très cool. Très cultivé, bizarrement. Non, Pour un bonne ancien émission. ministre de la Culture, oui c'est Bonne étonnant, c'est vrai. émission. Ouais. Oui, on a eu Roselyne Bachelot. Et l'abbé Pierre, il est venu l'abbé Pierre? Il a décommandé. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit je ne peux pas venir dans une émission qui s'appelle comme ça. Je lui ai dit écoutez. On peut changer le nom. Je lui ai pour dit vous. viens mon père, viens. Si tu te sens pas bien, tu te barres, toi. Ouais, ouais. Et puis c'est son entourage qui lui a déconseillé de venir. Ouais. Alors à part ça, il y a le court-métrage que vous avez fait qui s'appelle Hot Dog, Ouais. qui a eu le prix de la critique au festival de l'Alpe d'Huez. Et la mention du jury, je Et la mention du jury. Ouais. Bien, merci Laurent. Mis à part Laurent Baffy, je recevrai ce soir Anne de Petrini, Mouna Ayoub, Max Gallo, les Robins des Bois, Enrico Macias, Christophe Dominici et Bruno Pelletier. Et nous accueillons tout de suite Anne de Petrini. Anne, bonsoir. Bonsoir. Faites une entrée très remarquée aussi. Alors, un autre journal tous les jours sur Canal de 12h40 à 13h40. C'est ça. Avec Philippe Avec Gildas, Philippe Gildas, Jérôme Bonaldi. Ouais. Et sur Comédie, une émission qui s'appelle Slip. Slip. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sans limite, incorruptible et professionnel. C'est ça, c'est ce que j'ai Et sur ça ma veut dire fiche. slip aussi. Hein. Ça veut dire Slip aussi. Ça, c'est sur Comédie tous les samedis à 19h. 19h. Voilà. Alors, vous êtes avec nous, on est ravis, c'est la première fois qu'on vous reçoit. Mais ça me fait plaisir. Mais quand je vous vois, je regrette que ça soit là. Hein? De quoi avec ici? De rien, de rien. De rien, ok, merci. Non, je peux pas être trop sexiste parce qu'après je me fais allumer. Avantage dehors. Avantage dehors, oui. Alors, vous savez qu'il y a une tradition dans cette émission, c'est que chaque semaine, on diffuse les meilleurs moments de la semaine précédente. Ça s'appelle Tout le monde en a parlé. Magnéto, Serge. Et vous étiez sympa comme copain. Oui, Moi, je quand regrette de même, ne pas vous avoir connu à l'époque. Parce que vous payez même les locations de ski. Vous payez les mini-bars aussi, Botan. Je peux avoir en assistance Merci, merci. Dernier coup de rein. Oh, Ah bah oui, attendez. Vous avez dit Hier. qu'elle était mieux. hier. Hier, eh dis donc. Je comprends pourquoi ils perdent toujours au PSG. Dernier coup de blues. Hier. Ouais, mais ta tête dedans, c'est où je dis à des garçons, si tu fais pas certaines choses à ta copine, fais-le, sinon elle ira voir ailleurs. Ou bien aux gens. Mets ta tête dedans quoi? C'est la fille qui dit mets ta tête dedans. Mais dedans quoi? Avant, il y a des salauds dans le quartier, ils disaient langue fourrée. Ouais. Il y a Cunilingus, il y a. Non, moi je dis. Mais c'est pas bien. Moi je dis Cunilingus. bisous, je dis bisous. Ouais. Je dis bisous en bas. Il vous demande d'influencer Roland Dumas. C'est pas tout à fait l'histoire, mais c'est pas influencé en tout cas. Pas influencer. Moi, j'essaye d'employer des mots. Il avait acheté des chaussures à Roland Dumas. Voilà. Ouais. Oh là là,
aussi, je vais me faire comme ça. T'as vu les Non, j'ai pompes? pas vu, mais j'ai écouté cher. Attends, c'est des Berluti, les pompes, elles sont top bien. Ouais, ouais. Ah ouais. Comment elle a persuadé Roland Dumas d'accepter de vendre des frégates. C'est écrit. C'est Page écrit. 489. Voilà. C'est un peu chaud, c'est un peu hot, mais... Le monde, il est régi par le sexe. Ouais. C'est un mot que j'entends de temps en temps. C'est dire quoi faire le Guillaume? C'est un mec, je sais pas, ça peut être... C'est un mec qui a une pomme sur la tête. Je vais donner un exemple. Un Guillaume qui rappe. Style, c'est pas parce que... Attends. C'est pas parce que j'habite dans le 16 et que mes parents me donnent 10 000 francs par mois que j'ai pas le droit de crier l'injustice. Pourquoi vous m'avez pas laissé traîner avec des Arabes et des Noirs? C'est à cause de vous, tu vois? Voilà, Ça peut c'est être un ça, Guillaume. ça, D'accord. Non, parce que vous êtes resté puceau jusqu'à 22 ans. Oui, mais oui. Jusqu'à quel âge, Tommy, vous avez été puceau, vous? 2 mois. Non, normal, 13 ans. 13 ans, normal. Mazur, 22. Mais je l'ai rencontré, il avait 13 ans. Ah oui, bah oui. Est-ce qu'il y a des judokas qui arrivent à s'auto-sucer? Je pose la question, c'est le jeu de la vérité. Elle est vachement bien, sa question. Vous avez déjà fait l'amour avec un jeune de 20 ans? Non, à Fleury-Mérogis, c'est avec des femmes. Et depuis Fleury-Mérogis, j'ai pas trop eu le temps de penser à ça, mais pourquoi pas? Christine, vous avez une Non, là, question? j'ai pas. Attendez, Christine, c'est le vrai jeu de la vraie vérité. Non, mais j'ai pas, je les connais pas tous assez, là. Je sais pas comment trouver un truc qui... Si t'as persuadé l'autre de vendre des bombes atomiques à... une petite question comme ça, c'est rien. Voilà, c'était Tout le monde en a parlé, le best-of de la semaine dernière. Anne Petrini, rebonsoir. C'est vrai que vous avez fait votre casting pour Canal+, vous étiez fait défriser les cheveux. Oui, je m'étais dit, bon, ce qui paye, c'est quand même des filles à cheveux lisses qui peuvent faire comme ça avec leurs cheveux. Et moi, non. Alors j'ai dit, bon, j'ai été acheter du matériel à défrisage, j'ai fait un truc. C'était ni fait ni à faire, c'était une espèce de truc. Alors du coup, j'ai dit, ah non, donc j'ai fait une queue de cheval, j'ai une mèche comme ça. J'ai revu l'année dernière. Ils vous en pris quand même en même temps. Oui, ben voilà, merci. Merci à eux. Donc en 96, vous entendez dire que Canal cherche des chroniqueurs. Vous avez appelé au flanc. Ouais. Hein, en fait, vous travaillez au Revenu Français, qui est un journal... rien à voir. Rien à voir, un journal économique. Vous interviewiez des grands patrons. Ouais. Et vous êtes parti sur Canal+. Et on va regarder l'émission sur Comédie que les gens connaissent moins. Forcément. Magnéto, Serge. Alors Melrose Place, c'est un endroit qui est simple, symbolisé par une piscine que voilà. Ah oui. Piscine. Des appartements en rond, qui surplombent la piscine. Donc je vais dire, c'est assez agréable d'y habiter, j'ai l'impression. Ouais. Et des palmiers, parce que nous sommes quand même en Californie. Le fait saillant de cette semaine, c'est Michael. Michael, tout le monde le déteste, il est odieux, c'est un enculé. Michael, qui se remet à sortir avec Jane, qui était son ex-femme. Alors, mais pour des mauvaises... Avec qui? Avec Jane. D'accord. Jane, symbolise par un cœur, mais c'est pour des mauvaises raisons, parce que Jane veut rendre jaloux Richard, le styliste, qui sort avec Joe, la photographe, mais Joe sort avec Richard parce qu'elle veut rendre jaloux Jack, qui sort avec Shelly. Mais Shelly est en fait une petite pute, j'ai pas peur de le dire. Je vais la marquer là. Shelly, il faut la rayer de sa mémoire parce qu'elle a volé de l'argent à ce pauvre Jack. Et c'est Matt. Ouais. Matt, c'est le PD de la série. Enfin, c'est Matt qui l'a découvert et qui l'a dit, du coup, avec Jack et Shelly sortent plus du tout ensemble. Bref. Là, au 3e étage, il y a, comment il s'appelle? C'est Amanda. Alors Amanda, c'est elle qui possède Melrose Place. Elle est pétée de thunes. Elle est pas gênée. Pendant cet épisode, elle fait rien, juste elle bouge ses cheveux, elle met des robes. Ok, ensuite, nous avons Billy. Alors Billy, il sort avec Brooke. C'est une histoire étrange. Il sort avec Brooke. Avant, il sortait avec Allison, que je vais mettre là. Hop. Mais le truc super chelou, c'est que Allison, elle sort avec Elec, qui est le père de Brooke, qui sort avec Billy, donc n'importe quoi, le truc vaguement incestueux. Ça se passe, Allison, tac, elle est enceinte. Au début, Billy, super pas content, maintenant il est content, ça va. Sauf, ça fout un peu la merde parce que Billy et Allison, ils s'aiment quand même toujours. Voilà, ça s'appelle Slip. Et c'est tous les samedis soirs à 19h sur la chaîne Comédie. Voilà. Est-ce que vous connaissez Mouna Ayoub? Une femme qui a eu un destin absolument extraordinaire. Elle a démarré avec un tchador et maintenant elle a des milliers de robes. Mouna Ayoub. Mouna Ayoub, bonsoir. Bonsoir. Anne de Petrini. Bonsoir Anne. Canal+, Comédie, Laurent Baffy, Europe 2.
Hein? Ça y est. Vous avez Laurent. Ah, le relou. Anne. Pardon. Mona. Tu collectionnes les robes, les aventures. Et on peut le dire, les mycoses, tu as des petits problèmes de mycoses. Mais tu n'es pas là pour parler de ça, c'est ta vie privée. Je te laisse entre les mains de Thierry. D'accord, ok. Alors d'abord, on va parler de ce que vous faites aujourd'hui en termes de caritatif, en termes d'art. Et avant, je vais quand même raconter votre vie. Donc vous êtes libanaise chrétienne, née à Beyrouth, et vous aviez 17-18 ans quand la guerre du Liban a éclaté. Vous êtes venue en France, d'abord dans le sud de la France, et en 76, vous vous retrouvez à Paris, à la Sorbonne. Sans beaucoup d'argent. Sans argent du tout. Sans La argent du drogue, tout. la prostitution, l'engrenage. Une chambre de bonne non chauffée, avec un lavabo, un lit. Vous travaillez d'abord dans une pizzeria. Ça, c'est un destin Champignons, absolument extraordinaire. Vous travaillez dans une pizzeria et ensuite dans un restaurant libanais de 8h du soir à 3h du matin. Et le matin, il fallait quand même prendre le métro à 7h pour être en cours à 8h. Donc c'est assez courageux. Vos parents vous envoient 300 francs par mois. Et dans le resto, vous gagnez combien à peu près? On gagnait rien, on faisait que le pourboire. Ah ouais. Oui, c'est pas Les beaucoup. étudiants, c'est comme ça qu'on les traite. Alors, vous aviez du succès avec les hommes, parce que vous êtes une très jolie femme, et vous aviez du succès avec les hommes depuis l'âge de 14 ans. Déjà, sur la plage à Beyrouth, vous aperceviez qu'ils vous regardaient. Hein. Et en fait, vous n'aviez aucune envie d'épouser un étudiant du même âge. Vous n'avez pas envie de travailler 20 ans pour acheter une maison à la fin, quoi. C'est ça. C'est une vie qui vous tentait pas, mais c'est pas... J'avais absolument aucune envie de me marier tout court. Voilà. Tout ce que je voulais, c'est bosser, travailler, dénicher mon bac ou ma maîtrise et travailler pour soutenir et subvenir aux besoins de ma famille. C'est tout ce que je voulais. C'est arrivé tout à fait par hasard. Et vous ne saviez pas que vous alliez épouser un homme qui allait devenir l'un des hommes les plus riches du monde, je crois la 10e fortune du monde. Un soir, vous voyez un homme entrer dans le restaurant libanais où vous travaillez, à Passy, avec une fille blonde avec lui. Vous discutez un peu, comme vous parlez arabe, il vous demande ce que vous faites là, etc. Elle ne comprend rien, attention. Vous étiez quoi, à la caisse? Vous faisiez quoi dans ce restaurant? Tout. Je faisais... Métier d'ambiance aussi? Comme j'étais bonne en maths, donc je tenais les comptes du restaurant. Ouais. Je servais quand ils avaient besoin de service. Et puis à la fin, quand tout le monde partait, on faisait un peu la fête parce qu'on était tellement crevés, on avait tellement travaillé. Donc, Et Mathieu, vous étiez à la Sorbonne à 8h du matin quand même? J'étais toujours à l'heure, plus maintenant. Vous êtes courageux. Alors, donc un soir, vous rencontrez cet homme. Le lendemain, il revient, mais sans la blonde. Non, le lendemain, il revient encore avec la blonde. C'est le surlendemain. C'est le surlendemain qui revient sans la blonde. Sans la blonde. Et puis après, il se met à venir tous les jours. Tous les jours, pendant 2 semaines presque. Alda. Il était accro, le mec. Alors, il avait 38 ans, saoudien, musulman. Pour vous, ça représentait la sécurité, effectivement. C'est un homme qui était, même s'il n'était pas encore très très riche, c'est quand même quelqu'un qui était déjà dans le monde des affaires, non? Si, il était dans le monde des affaires. Justement, il était en France parce qu'il signait son premier contrat, très important. Il ne comprenait pas la langue française, et moi, je la maîtrisais assez bien. Et c'est là que je pense qu'il m'a fait confiance parce que c'était moi qui avais traduit son premier contrat. Est-ce que cet homme, vous l'avez aimé? Est-ce que ça a été le coup de foudre, comme dans la chanson Love at First Sight? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, je vais apprendre à l'aimer, l'amour, ça se construit, c'est pas quelque chose qui, finalement, c'est à force de vivre qu'on finit par s'aimer? Ou alors, simplement, il ressemblait à Omar Sharif et vous avez craqué tout de suite? C'était le coup de foudre, c'est-à-dire que j'étais absolument fascinée par lui. Il était très intéressant. Et toi, très intéressé? Il ressemblait à Omar Sharif, surtout. Alors, il vous emmène en week-end à Londres. Hein? Alors là, vous connaissiez Beyrouth, vous connaissiez Marseille, Aix, Paris, et c'est tout. Donc là, vous découvrez Londres et vous mettez à l'adorer, quoi. Alors, pour le mariage, évidemment, là, ça commence. Vous commandez une robe chez Jean-Louis Scherer, vous êtes obligé de perdre 10 kilos pour rentrer dedans? Oui, parce que c'était le modèle. Ah oui, c'était... C'était le modèle, et puis elles sont toutes menues, comme vous savez, les mannequins. Oui. Et moi, c'est baguettes, chocolat et beurre tous les matins. Là, régime pendant presque 3-4 semaines pour pouvoir rentrer dans le modèle parce qu'ils n'avaient pas le temps de me refaire une autre. C'était très dur ce mariage-là, ça commençait très très mal, excusez-moi. Alors vous vous retrouvez en Arabie Saoudite dans un palais, alors je ne sais pas si c'est le bon chiffre, de 30 000 mètres carrés? Quand je suis arrivée, c'était pas un palais.
C'était une maison que je devais aménager. Elle a tout fait de ses mains. Et puis c'est devenu un palais. Je pense qu'un palais sans une princesse, Voilà. il fallait la princesse. Donc c'est devenu, on l'a fait ensemble, quoi. Pendant 3 ans, on l'a Petit à bâti, petit, on a des petits crédits par-ci. Le tennis, le Ikea le dimanche, enfin un petit peu de Non, bouffe. il faisait 1 million par là, on le dépensait par-ci. Un kilo par-ci, 1 million par là. Jacuzzi. Tu sais ce que c'est, Laurent? La routine. Ça s'est passé doucement, tranquillement. Ouais. C'est pas. Mais à la fin, ça faisait quand même 30 000 mètres carrés, quoi. Par ouais, personne, oui. ils étaient C'est 8. beaucoup quand même Mais pour une c'était maison. plusieurs Hein. immeubles, hein. C'était. Ah, bah oui, quand même. Pour aller au salon, il y avait un métro, il fallait changer 2 fois. Vous n'allez pas croire. Il n'y avait pas de métro, mais il y avait un train. Oh non. C'était un Français qui nous l'a envoyé. Il y avait un petit train pour se balader dans le palais. Ouais. C'est génial. Oh, c'est bien. 15 jours après votre arrivée donc là-bas, lui il s'en va à Genève en voyage d'affaires, hein, papa est en voyage d'affaires, sans vous. Alors il part, il vous dit qu'il s'en va pour 1 semaine et il revient 1 mois après, il vous laisse seul. 2 mois après. 2 mois. Tu vois chérie, je t'ai jamais fait des trucs comme ça moi quand même. C'est ton mec, le cadreur? Non. Non. C'est pas le cadreur, c'est ma femme. Bande de petites tarloses. Laurent Baffy, mesdames, messieurs. Bon, alors donc, oui, il s'en va 2 mois alors qu'il vous dit qu'il part 1 semaine. C'est vrai que c'est pas terrible, quoi. Et alors, vous, quand vous êtes présenté à la famille, vous aviez fait un repas. Vous l'avez fait tout seul, de vos blanches mains, vous faites un repas. Et quand vous mettez à table, tout le monde se lève parce qu'ils avaient fini. Cette expérience était, je pense, la plus difficile. Parce que d'abord, c'était la première où il fallait connaître tout le monde et se faire connaître. Et c'était un grand choc parce que là, je me sentais pour la première fois de ma vie, alors que j'étais étudiant, j'ai voyagé, j'ai fait des jobs et tout seul. Seul et boudiné dans cette petite robe. Dans cette petite robe Jean-Louis Scherer. Et alors, vous dites d'ailleurs, pendant presque 6 mois, j'ai mangé mes larmes, quoi. Oui. Lui, ses voyages se multiplient, je la fais courte, hein, parce que sinon... Oui. Lui, ses voyages se multiplient et les rumeurs se répandent. Et une bonne amie, il y a toujours des bonnes copines dans ce cas-là, une bonne amie libanaise qui vous dit que votre mari a une affaire avec une femme à Beyrouth. Et alors là, ça, il faut connaître les traditions dans ces pays-là. C'est l'anniversaire de vos 7 ans de mariage. Vous attendez le retour de votre mari qui était encore parti en voyage pendant 2 mois. Décidément, c'était une habitude. Et quand il revient, il vous annonce qu'il va se marier. 7 ans, cap difficile dans les couples. Cap difficile, c'est connu. 7 ans de réflexion. Le soir de l'anniversaire même, avec un gâteau. Et j'avais ce joli gâteau et j'attendais. C'était pour qu'on m'annonce que mon mari allait se marier parce qu'il fallait... C'était la tradition. Après un certain temps, c'est-à-dire si le mari ne prouve pas qu'il peut... Honorer plusieurs femmes. Moi, je dis rien. Moi, je suis d'une correction exemplaire. Moi, j'aurais pu dire, là. Alors là, tout le monde commence à se moquer de lui, Ouais. comme quoi il est avec la même femme pendant 7 ans. C'est pas Ah oui, pas ça veut dire possible. qu'il peut honorer qu'une seule femme à la fois. Ah Oui, c'est ce qu'il d'accord. m'a dit. Il m'a dit que tous ses amis dans le clan du roi, dans le diwan, je sais pas comment on appelle ça, se moquaient de lui, comment il est avec la même femme pendant 7 ans. Et donc, soit comme on me voyait pas, parce que j'étais voilée entièrement, donc certains se demandaient, elle doit être sûrement belle. Des autres disaient non, elle doit être sûrement une kikineuse. Ouais. D'autres se disaient, oh, elle doit avoir quelque chose, des forces surnaturelles. Ouais. Donc, on disait, on trouvait tout pour que, voilà, ce mariage ne marche pas. Ouais. Et je pense que c'est un peu... Et en fait, la mentalité. raison pour se prendre une épouse supplémentaire, c'est de dire à sa première femme, écoute chérie, tu es très occupée avec les enfants, donc maintenant j'ai besoin d'une femme plus jeune qui soit moins occupée avec les enfants. Enfin, c'est Qui s'occupe que de moi. Voilà, bon, je critique pas, mais enfin, c'est vrai que c'est une vision qui laisse rêveur en même temps. C'est pas idiot. Tu veux pas qu'on devienne arabien saoudien, non? Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Hein, c'est pas mal comme technique. Il faut aimer les femmes. Hein. Elle me traite de PD ou... Oui, ça voulait dire ça. Moi, j'ai rien dit là. C'est pourquoi. Moi, j'ai rien dit. Et donc là, effectivement, bon, vous vous séparez de lui, donc, et vous partez... Après, c'était la rupture, quoi. Je voulais plus rentrer. Ouais. Dans ta robe? Non. Là, je rentrais plus du tout parce que j'avais déjà 3 enfants. Alors là, je vais vous faire... vous allez voir, c'est la question qui tue. Est-ce que vous aviez eu à choisir donc entre d'une part vivre en Arabie Saoudite cloîtré avec vos enfants ou quitter l'Arabie Saoudite et vivre sans vos enfants? Est-ce que des fois vous vous dites pas j'aurais mieux fait
de rester en Arabie Saoudite parce que je serai toujours avec mes enfants? Je me dis ça tous les matins. Je me dis ça tous les matins et tous les matins, quand je parle à mes enfants, je leur demande de me pardonner, d'avoir décidé de partir parce que je ne pouvais plus être une bonne mère, où je pensais qu'à la fin, je vais devenir une mère folle. Mais je sais aujourd'hui, ma force de résistance était telle que j'aurais pu rester. Et d'ailleurs, mon fils aîné me dit jusqu'à présent, maman, tu es partie trop tôt. On rallume. Merci. Donc vous dites, je ne crois plus à l'amour. C'est quand même grave quand on vous voit. Vous êtes jolie, vous êtes riche, vous êtes cultivée. C'est terrible, ça, non? Non, parce que je suis très occupée. C'est-à-dire qu'au moment où je pouvais croire en l'amour et au moment où j'étais en Arabie Saoudite, je pouvais avoir tous les amants, les plus beaux, les plus magnifiques, et bien je faisais rien de mon temps, sauf gérer la maison, s'occuper des enfants, oui. S'occuper des enfants, des Philippins. J'ai dit, j'ai passé ma vie avec des Philippins et des enfants. Donc, vous développez, si vous voulez, vraiment un désintérêt total. Et quand on me pose la question comment j'ai pu me conserver physiquement aussi longtemps, eh bien, je peux vous dire que c'est à cause de ça. Oui. Excusez-moi, c'est une mauvaise nouvelle, mais il ne faut pas d'homme, il ne faut pas de sexe. Ah bon, pour bien se conserver. Pour bien se conserver physiquement. Ah oui, c'est une très mauvaise nouvelle. Alors, regarde l'abbé Pierre. C'est vrai que l'abbé Pierre... L'abbé Pierre, il avait... C'est vrai. Pleine forme. Pleine forme, c'est vrai. Et vous dites Mouna Ayoub, je ne me remarierai pas. Jamais. Ah oui, elle est riche maintenant. Non mais c'est terrible quoi. Ah, jamais. Jamais je Vous imaginez le nombre de malheureux que vous faites ce soir-là? Ah, moi aussi. Non mais attendez, vous avez jamais rencontré un homme dont vous vous dites jamais? Jamais. Bien, après donc vous partez à New York, là c'est une expérience aussi pas très drôle parce que les gens voulaient profiter de vous, vous êtes tombé sur une bande de parasites, on peut dire, non? Oui, c'est un peu le cas de toutes les femmes, je pense, seules. Et ils savaient qui j'étais, beaucoup plus que moi je ne le savais. Donc j'étais d'une naïveté absolument inacceptable à mon âge, disons. Alors un jour vous vendez vos bijoux, gagnez 60, enfin la vente vous rapporte 62 millions de francs en 2 heures de vente. Vous en donnez d'ailleurs une grande partie à la Fondation Pompidou, on y reviendra. Ils les mettent jamais, c'est complètement... Ouais, ils les mettent jamais. Et vous achetez le Fosséa, 36 millions de francs, bateau qui avait appartenu à Alain Colas et à Bernard Tapie. Et la restauration du Fosséa vous coûte plus cher que prévu, ça coûte une centaine de millions de francs. 120 millions. 120 millions, ce qui fait quand même le bateau autour de 150 millions quand même. Hein. Alors, vous le louez ce bateau? Oui. Combien? 1,2 million, 1,5 million la semaine? En haute saison, il fait 1,2 million la semaine. La haute saison, c'est-à-dire Cannes, juillet, août, en Méditerranée. On peut être à combien sur ce bateau? Non, je dis ça parce qu'il y a des gens chez eux qui calculent, qui disent si on est 3000, on peut se le payer. Ça vaut la peine. À 3000, on peut l'acheter. Oui, alors. Parce que c'est un drapeau anglais, malheureusement, on ne peut pas être plus que 12. À 12. Donc ça fait 1,2 million divisé par 12. Mais je te laisse dans la galère. Non, je suis désolé, c'est une école de commerce. 100 000 balles, non? 100 000 balles pour une semaine par personne. Franchement. Wow. Mais tout est compris, hein. Ah bon. Le vin, le champagne. Voilà. Vous me rassurez là. Non, j'avais peur d'être obligé de payer le vin en plus d'amener tes serviettes et tout. D'amener des serviettes et tout. Alors la haute couture, vous leur laissez quoi par an? 3 millions par an à peu près, non? 6. 6. Ah oui, quand même. Je collectionne la haute couture. Oui. Vous dites on a tous besoin d'une drogue, moi c'est la haute couture. Ça ne me nuit pas. C'est vrai que c'est une drogue qui ne nuit pas. Ça nuit un peu à votre compte en banque, ce que vous dites, mais ça ne nuit pas... Mais il faut travailler plus dur et faire plus d'argent, donc ouais. Mais c'est vrai que vous avez porté votre première robe à l'âge de 7 ans seulement? Moi, j'étais un garçon manqué. Je passais mon temps à marcher dans les forêts, à lire, à grimper les arbres. Je passais mon temps à être seule. Et c'est peut-être cette nature-là qui m'a aidée à surmonter les 20 ans de solitude en Arabie Saoudite. Alors, vous dites la haute couture ne mourra pas tant que je serai vivante. Et c'est vrai qu'il suffirait de 15 femmes comme vous pour que la haute couture survive. Alors, en juillet 99... vous avez fait une exposition à Marseille, 120 robes, vous en avez 1000 de robes, non? 1140. 1140, et vous en avez exposé 120, sur le 10e de votre collection, au musée de la mode de Marseille. C'est une des robes que j'adore, c'était une copie de la robe Coco Chanel. Alors,
Vous êtes, Mouna Ayoub, une très bonne cliente de la maison Dior. Et dernièrement, il y a eu, je ne dis pas que c'était un énorme scandale, mais enfin quelque chose d'assez choquant, c'est que John Galliano a fait une collection SDF. C'est-à-dire qu'il a habillé enfin, il a fait une collection de haute couture inspirée des habits de SDF, avec des bouteilles accrochées à la ceinture, enfin, etc. C'est génial, c'est nouveau. C'est beau, c'est vrai. Vous trouvez ça SDF, vous? Pas moi. A very stylish girl. A very stylish girl. C'est magnifique. Voilà, donc c'est la collection de John Galliano pour Dior. Alors, ça n'a pas l'air de vous choquer beaucoup? Non, moi ça me choque pas. Moi je trouve que c'est une expression comme toute autre. C'est une expression artistique. De toute façon, la mode, elle vient de la rue depuis toujours, donc pourquoi pas... Voilà. Alors, vous donnez beaucoup d'argent aux œuvres caritatives. Quand on vous dit pourquoi vous le dites, vous dites je décide de le dire pour mes enfants, parce que vos enfants vous reprochent des fois votre sens des affaires, votre indépendance, votre liberté. Et donc vous pensez que c'est mieux de le dire, de leur montrer qu'avec l'argent, finalement, on peut faire aussi des choses utiles. D'abord, ils me reprochent mon départ. Et puis, je ne suis pas avec eux. J'adore les enfants, j'adore les miens, j'adore les enfants. Je voudrais toujours faire quelque chose pour les enfants. Je compense, si vous voulez, ce manque en embrassant, en prenant dans mes bras d'autres enfants, mais surtout en les aidant et en les éduquant. Parce que l'éducation, la culture fait énormément de différence. Je pense que si 90% des enfants en Arabie Saoudite sont éduqués de la même manière que les enfants en France et que les enfants aux États-Unis, le monde serait là-bas, en tout cas, serait beaucoup plus heureux. Alors le 29 février 2000 aura lieu donc une vente à Christie's, dont les bénéfices, vous les donnerez à l'atelier des enfants du centre Pompidou à Beaubourg, que vous parrainez pour 3 ans. Hein. Si je donne aujourd'hui, si vous voulez, au musée, surtout pour les enfants, l'atelier des enfants, c'est parce qu'encore, je pense que si j'avais pu moi-même profiter de cette culture artistique pendant 20 ans, je pense que ça va être encore une personne beaucoup plus intéressante, si je vous raconte ce soir. Vous êtes très intéressante. Alors on va regarder des œuvres d'art que vous aimez. Magnéto Serge. Le cyclope m'a beaucoup intéressée parce que quand j'étais enfant, on me disait toujours dessine un homme qui te fait peur, et c'était toujours le cyclope. Ouais. Pendant toute ma vie, j'ai dessiné un homme avec un seul œil, une seule bouche. Et quand je suis arrivée à Milly-la-Forêt l'année dernière, j'étais... Vous l'avez vu? Je l'avais vu, ce cyclope qui était avec moi depuis... Et j'étais très intéressée par le travail. Vous avez l'esprit très ouvert. L'esprit très ouvert, très avant-garde. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai quitté un homme si riche pour pouvoir m'exprimer. Très bien. Bien. Alors Mouna, maintenant, comme dans votre vie, vous avez eu des hauts et des bas, on va faire une interview à peine d'âme. Vous savez, il y a un truc ici, c'est que pendant le jingle, on ne bouge pas. Voilà. Vous avez bougé. Bah oui, vous me faites bouger, je vous regarde. Ce que vous préférez en vous, la chose que vous préférez en vous. Ma franchise. La chose que vous détestez en vous. Ma naïveté. Le plus grand moment de votre vie. Le premier enfant que j'ai eu. Et le pire? Quand il était devenu malade. Quand on m'a appris qu'il avait la leucémie. C'était à Paris d'ailleurs. Ce qui vous plaît le plus dans la vie? L'océan, la mer. Ce qui vous emmerde le plus dans la vie? Les hommes. On n'a aucune chance. Votre plus gros coup de fric, votre meilleure affaire que vous n'ayez jamais faite? Quand Coca-Cola est arrivé à Riyad. Ouais. Coca-Cola, vous savez, était interdit à Riyad parce qu'ils avaient une fabrique en Israël. Tout ce qui est fabriqué en Israël est interdit en Arabie Saoudite. Et du coup, je me lève un matin, je lis le journal et je vois que Coca-Cola est arrivé en Arabie Saoudite par l'intermédiaire d'un ami à mon ex-mari. Ouais. Alors j'appelle cet ami, bien sûr, je suis femme, donc je suis rien. Il ne m'écoute pas, il me dit « Oh, Mouna, tu te débrouilles ailleurs ». Alors j'appelle un autre ami, un Libanais qui habite en Amérique. Je lui dis « Tu peux, s'il te plaît, m'acheter des actions, tant que tu peux, jusqu'à quand tu peux mettre ?» J'ai dit jusqu'à presque 500 000 $. En 3 mois,
c'est devenu 1 500 000 $. Oh là là. Et voilà. C'est 300%. C'est la plus belle affaire que j'ai faite. Vous êtes une vraie femme d'affaires. Et votre plus grosse perte, c'est quoi? Votre plus mauvaise affaire? Pepsi. Pepsi. Mon divorce. Ce qui vous fait le plus rire dans la vie? Qui me fait rire? Vous? C'est gentil. Dommage, vous n'aimiez pas les hommes. Ce qui vous fait le moins rire? La maladie et la souffrance des enfants. Ce que vous avez de plus sexy en vous? Son compte en banque. Mes fesses. Ouais. Et de moins sexy? Mes muscles. Ah bon, vous avez des muscles? Ah, je suis trop musclée pour Vous faites trop de sport? Trop. Pourquoi? Jusqu'à 2 heures par jour. Bah, c'est ma Ça thérapie, vous change, ça me change. oui. Tous les matins avec le téléphone, vendez, achetez, vendez. Voilà, Merci, on rallume, merci. Ok. Mouna, vous restez avec nous? Je pense que je m'amuse tellement. Vous allez rester avec nous, vous êtes très bien, on est très heureux de vous avoir. Surtout que maintenant on accueille un grand écrivain français, Max Gallo. Max Gallo, bonsoir. Bonsoir. Laurent Baffy, connais, Anne Petrini, Bonjour. Mouna Ayoub, voilà, Max Gallo. Alors, Napoléon mesure 1,59 m, De Gaulle 1,93 m, et vous 1,93 m aussi, non? C'est ça, ouais. Alors vous dites être grand, ça vous aide à cacher aux autres votre timidité. Vous impressionnez alors que vous êtes dans l'état d'esprit d'un nain. Je trouve quand même, c'est pas votre genre ça, cette humilité... Non, c'est une humilité cachée. Ah bon, Puis vous me rassurez. on en joue un peu, quoi. Vous me rassurez, parce que franchement, en fait, en question nain, vous êtes plutôt ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un géant, peut-être pas de la littérature, mais de l'édition en tous les cas. Vous sortez quoi, je sais pas, combien de livres par an là depuis quelques années entre Napoléon, Deux ou Gaulle, trois par an. 2 ou 3 par an, Oui. qui se vendent très très bien. D'ailleurs, vous avez fait 70 livres. Vous avez écrit 70 livres. Bien, alors vous, on parlait du destin de Mouna Ayoub qui est assez extraordinaire. Passionnant, parce que, bon, elle vient. Il y a un très beau livre à écrire. Il y a un livre formidable, absolument. Mais la connaissant, elle le fera elle-même. Ah bon, oui. Solidaire l'a écrit déjà. C'est pas... Solidaire l'a écrit Monet déjà, ça ressemble. Monet Ayoub, on vous l'a jamais fait ça. Mais vous aussi, vous avez un destin extraordinaire. Parce que finalement, fils d'immigrés italiens vivant à Nice. Oui. Marié à un Libanais richissime. Non, malheureusement 20 pas. ans en Arabie Saoudite cloîtré. Non, père... Bon, fils d'immigrés italiens, votre père, alors à un moment vous avez dit que votre père était employé de banque, mais... Non, mon père était électricien et travaillait dans une banque. Mais Mais il y a oui. des moments où, bon, j'ai un peu laissé passer ça comme ça. J'ai dit employé de banque. C'était plus simple. C'était Oui. trop compliqué. de Oui, dire mais enfin bon, c'est encore dire la mieux. vérité. Vous, votre premier diplôme, c'est un diplôme de mécanicien ajusteur. C'est bien, c'est une success story que vous allez tracer Mais de tout ma à vie. fait, C'est mais vous bien. savez, moi, ce c'est qui nous bien. intéresse ici avec Catherine Barma, c'est le destin des gens. C'est vrai, c'est la biographie des gens. Bon. L'histoire a fait irruption, l'histoire là, avec un grand H, a fait irruption dans votre vie quand vous avez vu 2 résistants pendus à un lampadaire. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, non, c'est vrai. Je crois que pour un enfant, mais ça devait être pareil pour les enfants libanais, et pour les enfants aujourd'hui du Kosovo, un enfant reçoit la guerre comme une tragédie qui peut le mutiler, et en même temps, je crois qu'il voit la guerre comme un grand jeu. C'est quelque chose d'extraordinaire. À tous les instants, il y a quelque chose d'inédit. On voit des soldats qui passent, on voit des tanks, on voit des avions qui bombardent, et puis brusquement, on est face à la tragédie. Et moi, j'ai vu le 25 juillet 1944, j'avais une douzaine d'années, j'ai vu comme ça pendre à 2 lampadaires, 2 résistants, qu'on a fait monter sur une... C'est pas gai, mais autant le dire, que les Allemands ont fait monter sur des toits de camionnettes, et puis la camionnette est partie et ils sont restés pendus. Alors, vous commencez à écrire à l'âge de 16 ans, et à 22 ans, un peu... Problème de classe sociale, hein. Vous hésitez 1 an avant d'entrer à la Sorbonne. Alors Mouna Ayoub, elle n'a pas hésité, elle y allait directement, elle était à Aix, elle a dit non, moi c'est la Sorbonne. Pourquoi vous hésitiez? Vous disiez c'est pas pour moi, il y avait Non, j'hésitais, c'est une façon... C'était tellement impressionnant comme mythologie, comme symbole, que la première année, aujourd'hui tout ça est modifié parce que les étudiants se comptent par millions, donc, mais disons que dans les années 50, la Sorbonne, c'était la Sorbonne. Moi je n'ai pas osé franchir la voûte, et à droite, il y avait la porte de la loge de la concierge qui vendait les programmes. Je me suis arrêté là.
J'ai acheté le programme, et puis en fonction du programme, j'ai évidemment étudié. Alors aujourd'hui, bon, vous écrivez, vous faites plus qu'écrire d'ailleurs, on verra un petit peu plus tard ce que vous avez fait avant, mais là pour le moment vous faites plus qu'écrire. Vous dites, je ne sais plus faire que ça finalement, donc vous vivez avec un pied dans l'imaginaire, un pied dans la réalité. Alors là c'est incroyable, là ça va fait flipper beaucoup de gens ça. Max Gallo écrit quand même 10 heures par jour, 15 feuillets par jour, samedi et dimanche compris, 6 heures de sommeil. Il se lève à 3h30. Il se lève à 3h30. Oui, très bien, on s'est dit. Vous n'avez pas beaucoup de mérite parce que vous dites quand j'écris pas, j'ai des migraines et des sifflements dans les oreilles. Donc de toute façon. Donc c'est devenu une seconde nature. Voilà. Alors maintenant on va parler de votre livre. Voilà. Donc Max Gallo, Bleu, Blanc, Rouge, c'est une trilogie. Hein, c'est le premier tome qui s'appelle Mariella. Alors c'est, pour résumer la situation, c'est 2 siècles d'histoire de France à travers le destin de 6 familles. Oui, c'est une manière de... Vous savez, tout le monde connaît, sans connaître l'histoire de France, parce que l'histoire de France, c'est un programme scolaire, c'est ennuyeux, etc. Or, pour moi, l'histoire, et peut-être à cause de ce que vous avez rappelé, parce que pour moi, ça a d'abord été ce que j'ai vu avec des yeux d'enfant, pour moi, l'histoire, c'est essentiellement des gens vivants. Donc là, mon projet, c'était de faire revivre, en racontant les vies de 6 personnages dans les années, au moment où ça commence pour la France contemporaine, c'est-à-dire au moment de la Révolution française, et puis de suivre ces familles jusqu'à aujourd'hui, mais sans théorie. Bien, alors les personnages principaux, Maximilien Forestier, soldat de la Révolution, qui va terminer maréchal d'Empire, et Guillaume Dussert, lui c'est le salaud de génie, quoi. Ouais, il fait de l'argent, je dirais. Ouais. Alors, intelligemment. Oui. Malgré ma voisine, ou à cause de ma voisine, je serais prudent dans ce domaine, mais il fait de l'argent. Il fait de l'argent, voilà. Torignan préfère se faire couper la tête que renoncer à ses idées. Et finalement, ce que vous dites, c'est... Il y a 2 choses, moi, qui m'ont intéressé dans votre bouquin. La première notion, c'est la notion de transbordement, c'est-à-dire ce moment où l'argent passe d'une classe sociale à une autre. Oui. Et finalement, où des gens, des bourgeois et des parvenus, finalement, achètent des châteaux, achètent des choses avec des enchères truquées. Donc c'est bien... Bien sûr. On vit dans des sociétés, aujourd'hui par exemple en France, une société stable, chacun est plus ou moins à sa place, il y a des réussites rapides. Puis imaginez que tout ça, comme ce verre, tombe par terre et se casse. Mais tu es fou! Non, il a l'air assez solide. C'est une image qui m'a fait peur. C'est une image. Tombe par terre et se casse. Eh ben, il y a des gens qui vont prendre les bons morceaux et d'autres qui vont au contraire avoir un morceau de verre dans le pied. Et la Révolution française est pendant au fond une 50aine d'années. En France, ça a été ça. Ça a été des femmes qui essayaient de sauver leur tête en épousant un officier républicain. Ça a été un officier républicain qui, aux enchères, achetait un château. Ça a donc été un transbordement, vous avez employé le mot, un transbordement de fortune. Un peu comme par exemple... Puis tout ça n'a rien de mystérieux. Comme en Russie, quand le communisme est effondré, il y a eu un transbordement de fortune, de pouvoir. Alors, la deuxième chose dont vous parlez aussi à travers ce premier tome, c'est... vous dites, enfin, les girouettes. Vous dites qu'en 1820 est paru un dictionnaire des girouettes. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui ont vécu cette période ont été obligés de changer d'avis, ont été obligés de changer de position. Parce que de toute façon, les régimes changeaient tellement vite que... On commençait avec le... Regarde la position, 36-15, code Momoun, regarde là. Mais j'ai fait des pauses. T'es lascive, hein? Non, vous faites des jolies pauses. J'ai jamais vu comme ça, je vous jure. Ouais. Non mais Mouna, vous lui faites un effet... Non, vous dites c'est une époque où les gens, finalement, étaient obligés d'une certaine façon de changer d'avis, parce que... il y a eu tellement de régimes qui changeait d'avis ou on perdait sa tête. Ouais, c'est ça. C'était un peu ça. Oui. Donc les gens changeaient d'avis. Oui. Les gens changeaient d'avis. Vous aussi, vous avez changé d'avis. Ça m'est arrivé, oui. Non, mais avec moi. Avec vous, je me souviens très bien, oui, tout à fait. Oui. Avec moi. Je me souviens, c'était une émission sévère. Hein, on était à Apostrophe tous les deux. Vous veniez d'écrire un livre qui s'appelait Louis XX. Un livre, disons, pas défendant la monarchie, mais montrant l'actualité de l'idée monarchique à la fin du XXe siècle. Et vous m'avez attaqué, mais d'une façon terrible. Vous m'avez. J'ai eu le sentiment d'être attaqué d'une façon vraiment perfide. Vous avez été d'une méchanceté en disant que je faisais ça pour l'argent. Vous avez été d'une habileté perfide insupportable. D'ailleurs, il avait fait le plateau. Je crois que ça s'est jamais produit. C'est pas le genre de la maison. Ça s'est jamais produit à Apostrophe. Chaque fois que je parlais, j'étais sifflé et chaque fois qu'il parlait. Il était applaudi. Donc ça ne pouvait pas être, ça pouvait pas parce qu'il avait simplement raison, c'est simplement parce que le plateau avait été fait à sa main, quoi. Je l'ai pensé. En fait. Non, j'avais Pierre Chenu avec moi. Oui, c'est vrai.
Non, alors à l'époque, on va pas refaire l'émission, hein, parce que c'est il y a 14 ans. Donc, 14 ans. Il y a 14 ans, il y a prescription. Mais je vous disais par exemple que Louis XVII, le fils de Louis XVI, ses geôliers le faisaient boire de l'alcool pour lui faire avouer que sa mère l'avait obligé à coucher avec elle. Magnéto, Serge. Non, on n'annule pas le débat, mais je ne sais pas si c'est la peine de débattre. Je veux dire. Donc c'est pas la peine de débattre. Quand on saoule un enfant de 7 ans pour lui faire avouer qu'il a couché avec sa mère. Est-ce que je peux dire un mot? Je veux dire, comment prendre au sérieux, je veux dire, un livre bourré de formules du genre la monarchie lave plus blanc, pourquoi pas? C'est le nouveau style. Moi, je veux bien. En effet, j'ai souri, j'ai trouvé ça très, 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 très intéressant. Et aujourd'hui, vous dites, 14 ans après, la Révolution, finalement, est moins mythologique qu'on nous l'a enseigné. Bien torché maintenant. Alors là. Mais c'est pas contradictoire. Ah bon? Vous avez mis de l'eau dans votre vin sur la Révolution française, Max Gallo. Disons que je suis descendu davantage dans le tonneau et que j'ai regardé comment le vin était constitué. Très bien. Voilà. Alors, vous aussi, en politique, vous avez, je ne vais pas vous traiter de girouette, mais enfin, vous avez quand même évolué. Vous avez commencé aux Jeunesses communistes. En 1974, vous entrez au PS, oui. Après la défaite de Mitterrand aux élections présidentielles. De 80 à 83, vous êtes député PS des Alpes-Maritimes et ensuite porte-parole du gouvernement Monroy. Vous avez été remplacé par Roland Dumas, d'ailleurs. Et en 90, vous commencez à trouver... Non, bien avant. Bien avant. Non, mais cette évolution, elle est incontestable. C'est vrai que je suis passé d'une vision, on peut dire, marxiste, communiste, de ma jeunesse, qui était dictée par... et je ne la récuse pas, parce que quand on veut comprendre le comportement des gens, il faut savoir d'où ils viennent, ce qu'ils sont, qui était dictée par le sentiment de l'humiliation. Au fond, j'étais, à tort ou à raison, je me vivais comme un humilié et un offensé. Au fur et à mesure que je faisais des études, et non pas que je changeais de classe sociale, mais au fur et à mesure que je faisais des études, je lisais des livres. Et lisant des livres, je découvrais ce qui avait été fait en 1936, en Russie, etc. Donc je me suis totalement dégagé dès les années 55 de cette première imprégnation. Et quant à mon passage dans le gouvernement socialiste, il était en effet le sentiment que c'était un moment important pour l'alternance. Et je continue à penser que c'était un moment important pour l'alternance. Aujourd'hui, je pense que ça a été un moment positif sur ce plan-là, et le moment où la société française a commencé à se décomposer. Peut-être parce que le sommet de ce pouvoir-là... Voilà, peut-être parce que le sommet de ce pouvoir-là tenait des discours qui ne correspondaient pas à ce qu'il faisait dans la réalité. L'argent qui salit, l'argent qui corrompt. Voilà. Voilà, oui. Et on connaît. Vous connaissez. On connaît. C'est bien. Non, mais aujourd'hui, en tout cas, je vous devance. Aujourd'hui, ma position, c'est que je suis ce qu'on appelle un républicain, comme tant d'autres. Et surtout, je crois qu'il faut conserver à ceux qui nous entourent, c'est-à-dire la nation française, une réalité. Il faut savoir que ça a été construit péniblement pendant des siècles, par des gens qui, en effet, étaient ceux qui saoulaient le petit Louis XVII, et puis des gens qui, au contraire, étaient prêts à mourir pour essayer de faire évader Louis XVI. Il y avait les chouans, puis il y avait les bleus, et puis il y avait les blancs. Tout ça a fait un pays... contradictoire, pas toujours satisfaisant, mais un pays qui a un visage singulier, unique même. Autrement dit, je prends un exemple brutal, il y a eu Jeanne d'Arc, et puis il y a eu un évêque français qui s'appelait Cochon, le bien nommé, qui a fait condamner Jeanne d'Arc. Ils étaient tous les deux français, je suis plutôt du côté de Jeanne d'Arc. Il n'empêche que si on veut comprendre ce que c'est que la France, il faut savoir qu'il y avait aussi l'évêque. Voilà. Bien résumé. Alors... maintenant, Max Gallo, c'est ça. Il est libre, il est libre. C'est vous maintenant. Mais je vais beaucoup vous étonner. Je peux vous étonner? Oui. Quand j'ai fait ma première campagne électorale contre un personnage ma deuxième campagne électorale contre Jacques Médecin, maire de Nice, parce qu'il y a aussi les circonstances locales qui vous poussent à être quelque chose quand vous avez en face de vous un épouvantail un peu caricatural. C'était la chanson de ma campagne électorale. Non. En 1983. Il est libre, il est libre. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. J'adore cette chanson. Écoutez, je suis ravi de vous faire plaisir. Les médecins, sa chanson, c'était le pénitencier. Donc aujourd'hui, Max Gallo, vous êtes proche de Pasqua, de Charles Pasqua. N'exagérons pas, mais enfin, je comprends ses motivations. Vous comprenez.
Vous avez appelé quand même un peu à voter pour Salis? Non, j'ai dit que j'allais voter pour lui. Ah Je n'ai ouais. pas appelé. Vous n'avez pas Petite appelé? nuance. Oui, d'accord. Maintenant, je parle pour moi, seulement pour moi. Je suis mon propre porte-parole. D'accord. Et je m'arrête à ça. Et vous dites, en parlant de Philippe de Villiers, d'ailleurs, c'est un républicain dont la morale est exempte de tout reproche. C'est ce que je pense. Je pense que c'est un personnage qui est caricaturé facilement, qui est peut-être un effet parfois ridicule, mais je l'ai eu comme étudiant quand j'étais prof à Sciences Po, vous voyez le hasard, et je sais que c'est quelqu'un qui est honnête dans son esprit. Je ne partage pas ses valeurs, mais il y a chez lui une fibre patriotique, un enracinement dans le pays que je trouve un peu vulgaire de critiquer sommairement. Ouais. Max, je ne veux pas vous affoler, mais vous avez tous les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Vous croyez? C'est possible. Non, vous savez, Vous avez commencé aux jeunesses communistes et vous finissez par encenser les fachos. Parce que vous appelez ça insensé, mais vous avez peut-être alors des signes graves de sénilité précoce. Peut-être. Ce qui est évidemment très ennuyeux. On ira consulter ensemble, Max. On en discutera. On en discutera. Bien. On en discutera. Non, non, mais nous, on s'est beaucoup engueulé avec Max Gallo devant les caméras Bernard Pivot, et puis maintenant, regarde, on est voilà, il faut laisser passer le temps. Il faut laisser 16 ans avec Gallo. Voilà, Max Gallo, Bleu, Blanc, Rouge, premier tome, Mariella. Le pire est à venir, Max Gallo. Le pire est toujours sûr. Le pire est sûr. Comme vous êtes quelqu'un de cultivé, d'intelligent, de brillant, bien sûr, oui. On va vous faire l'interview nulle. Lumière, s'il vous plaît, on ne bouge pas pendant le jingle. Bravo. Bon. Ah là, je dois dire, ah ouais, c'est quelqu'un qui se maîtrise parfaitement, Max Gallo, parce qu'il n'a pas scié pendant le... Grande carcasse comme ça, immobile complètement. Terrible. Total respect. Déjà taillé dans le Total respect, dit Bafi. Bon, alors, l'interview nulle. Vas-y, bouge maintenant, vas-y. L'interview nulle. Alors, est-ce que vous préférez... On commence avec votre choix. C'est toujours des choix. C'est votre surnom. Alors, est-ce que vous préférez quand on vous appelle le Malraux des campings ou le Michelet d'hypermarché? Oh, c'est équivalent. Oui. Peut-être le Malraux des campings, quand même. Vous préférez le Malraux des campings? J'aime bien dormir sous la tente. Très bien. Ah, là, tu dois dire un truc, normalement. Normalement. Non, il le dit même plus. Est-ce que vous préfériez votre père ou votre mère? La mère jusqu'à 14 ans, le père après. Ah, bonne réponse. Vous préférez Hitler ou Staline? Est-ce que je préfère mourir dans une chambre à gaz ou dans un chaudron? Oui. Je sais pas. Donc, c'est des formes de mort. Je peux pas choisir entre mes formes de mort. Ouais. Est-ce que vous préféreriez, on se concentre, Je me concentre. Tout vous de suite. préféreriez être incarné en François Hollande ou en Jacques Toubon? Oh, je préfère la mort définitive. Ah ouais. Non, mais il faut choisir. Il faut choisir François Hollande. Allez, François Hollande. Pourtant, il n'est pas tendre avec vous, François Hollande. Il n'est pas tendre avec moi, mais je l'ai vu naître à la politique. Oui. Car le hasard fait les choses. Quand j'ai été porte-parole du gouvernement, il était mon directeur de cabinet. Ah oui. Donc, je l'ai vu tout petit, en culotte courte. Mais il dit des choses sur vous terribles. Il dit qu'à l'époque, vous combattiez médecin à Nice et que maintenant, vous vous retrouvez du côté de Marchiani dans la... Il a dit ça. Ouais. Bon, d'accord. Oui. Ah, vous voulez toujours être incarné en François Hollande? Bah, s'il faut choisir, oui. Sinon, je préfère... C'est marrant cette question parce que Toubon, personne n'en veut. J'ai jamais vu un mec choisir Toubon. Ça fout la trouille quand même. Ça fout la trouille en même temps, oui, c'est vrai. Tu me diras. Mais pourquoi être réincarné? C'est surtout ça le problème. Alors, est-ce que vous auriez plus disons, vous donneriez plus de circonstances atténuantes à un jeune qui tape sur des vieilles ou à un vieux qui tape sur des jeunes? Non. Un jeune qui tape sur des vieilles pour leur piquer leur sac à main quand elles sortent de la poste avec leur pension, hein, ou un vieux qui se tape des jeunes? Le vieux qui se tape des jeunes. Ah bon, d'accord. Mais je suis vieux déjà. Oui, en même temps. Vous savez que c'est agréable en même temps. Alors, le mot le plus con pour vous en amour, c'est merci, encore ou oui, oui? Ou combien, tu peux nous... Merci. 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 Mot stupide. En amour, j'entends bien. Oui. Est-ce que vous préféreriez être coincé dans un ascenseur avec Bernard-Henri Lévy ou Philippe Solers? La galère aussi. Je monte l'escalier à pied. Ah oui, bonne réponse. Vous voudriez être guillotiné ou pendu? Guillotiné, disons, alors allons-y. Guillotiné, c'est à cause du bouquin, là, parce que vous êtes dedans en ce moment. Guillotiné, c'est plus rapide. Sûr, hein?
S'il faut choisir, je dis... Non, parce que... Oui, c'est plus propre d'une certaine manière. Oui. Les pendus... Il sera encore d'une taille respectable, même... Oui, même sans tête. Même raccourci. Oui. Puis il y a des chevaliers sans tête, je crois. Ah oui, on rallume. Merci. Bien. J'accueille maintenant les Robins des Bois. Bonjour. Donc Marina Foy, c'est ça? Foyce. Ah, on dit Foyce? On dit Foyce, oui. Ah non, parce que vous avez dit mon nom, c'est comme foie de volaille, mais sans... Non, j'ai dit que c'est ce qu'on disait à l'école. On disait Ah. foie de volaille, c'était pas très drôle, mais bon. Ah, on c'est était en Foyce. CP. Ouais. Foyce. 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 Si Et vous y c'est arrivez plus pas, simple, c'est appelez-moi Jean-Paul Roux. Bafi. Ouais, c'est plus simple, ouais, c'était comme ça, ouais. Bien, on fait un peu de promo? Allez. Ouais, c'est Allez-y, levez le bras, allez-y. Pour faire plaisir à Max, C'est allez-y. horrible. Vivez votre C'est bien. individualité. C'est bien d'avoir un esprit aussi rapide que ça, qui Que vous caricature. Ouais, il est très bien. Je l'ai vu pendant des années silencieux comme une carpe, mais... Ah oui, à l'époque là, de il parle Canal. beaucoup, hein. Ah oui. C'est bien. Il a connu défendu. figurant. Ça te pendait au nez, mon garçon. C'est sûr qu'il me préférait à l'époque de Canal, lui. Hein. Oui. On s'était pas croisés là-bas, d'ailleurs. Je crois pas, non. Non. Je serais souvenu, un grand gaillard comme toi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Surtout quand les mots sont pas efficaces, on est obligé de passer aux actes, ce qui est évidemment très embêtant. Allez, place aux jeunes. Les Robins. Ah, il n'est plus loquace qu'à l'époque, hein? Ouais, je sais pas, est-ce qu'il a pris un coup de vieux, peut-être? Ah non, j'ai un vieux qui met plus un coup sur deux. Oui, c'est vrai, vous savez ça. Ah non. Que Gildas lui tapait sur la cuisse pour pas qu'il parle. Ah ouais. C'est pour ça. Ah bon? Bah oui. Allez, les Robins, je sais que ça t'amuse pas, mais il faut faire les Robins quand même. Donc dans NPA avec Nagui du lundi au vendredi. Ouais. Hein? Et puis alors la cassette, elle est où la cassette? Je vais montrer la cassette. Voilà. Ça, je le fais bien de montrer la cassette. Voilà. Zoom, zoom. Bah dites un truc, dites ce que Zoom, c'est. on doit dire Zoom Serge. Non, tu dois Ça pas dire Non Zoom Serge. Ah bon? Tu dois dire ce que c'est. Ah, c'est la cassette des Robins des Bois. Oui, c'est quoi? Ça s'appelle Les Robins des Bois sont des cons. Voilà. C'est les sketchs de la grosse émission. Exactement. À l'époque où vous étiez dans la grosse émission. C'est ça, c'est-à-dire pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Et arrêtez de m'appeler parler comme un débile, peut-être. Là, on peut peut-être parler normalement tous les deux, je crois que là. Hein. Oui, voilà. C'est des sketchs en fait, c'est simple. Hein. J'arrête de la montrer. Alors, la cassette, la promo, Les Robins des Bois. Ah, merci Laurent de me Vous n'êtes recevoir. que 2. Ça fait vraiment plaisir. 5 sont décédés dans un accident. Non, 4, parce 4. que Ouais. 6 moins 4 égale 2. Voilà, bah déjà on apprend des trucs, tu vois. Vous savez ce qu'ils font? Vous les connaissez pas, les Robins des Bois? Si, je regarde nulle part ailleurs, oui. Ah, vous avez... Attendez, ça je ne crois pas. Le mec, il écrit 10 feuillets ou 15 feuillets par jour. Il se lève à 3h30 du matin. Il m'arrive de regarder nulle Et vous part regardez ailleurs. NPA. Oui, pas toujours, mais ça m'arrive. Moins maintenant, je dois dire. On va regarder ce qu'ils font, les Robins, là. Magnéto Serge. Ah, trop classe. Trop classe. Docteur, l'accouchement en salle 3, la femme suffoque en mi bémol, on craint une éclampsie du bulbe. Bon, taux d'insuline. Normal. Rythme cardiaque. Excellent. Blanquette de ce midi. Je sais pas, j'ai pris des rognons. Comment se présente le bébé? Il se présente aux élections? T'es lourd, Michel. Je te rappelle qu'on est en urgence, c'est pour ça que je marche vite. Bien, on n'a pas le temps de plaisanter. Est-ce qu'il se présente par le siège ou pas? Non, il se présente par la tête, y a pas de problème à ce niveau-là. Le souci, c'est qu'il pèse 45 kilos au moins. C'est beaucoup? Pour un bébé, oui. On est où ici, là? On est dans les coulisses de comédie. Bien. Est-ce que la personne... Quel est le sexe de la personne en question? Je sais pas, ce que je sais, c'est que c'est une femme. Je voudrais savoir pourquoi on est en train de marcher là sans avancer. Parce qu'on est devant la porte du bloc et il nous reste encore des répliques. Est-ce que la personne en question a été mise sous péridurale? Non, elle a été mise sous périmésone. Michel, encore une vanne aussi naze et je baisse ta femme. Quoi? Attends, tu parles pas de Monique comme ça, hein? Ta femme s'appelle Monique? Non. Ah bon. Bonjour messieurs, dames, restez assis, ne paniquez pas, je suis le chirurgien et je suis en pleine forme. Bon, à quelle heure avez-vous perdu les os, mademoiselle? Répondez-moi sans honte. Pardon, docteur, mais c'est pas moi qui accouche, c'est la dame qui est juste là. Et alors, vous auriez pu très bien perdre les os, nanana. Bon, Gant! Tu sais, Michel, plus je te regarde, plus je me dis que si tu as fait gynéco, c'est parce que tu aimes donner la vie. Non, c'est parce que j'aime voir de belles chattes. Bon, allez, c'est parti. Vous connaissez le principe, on inspire, on expire et on pousse, d'accord? On inspire, on expire et on pousse. Allez, c'est parti. On inspire, on expire et on pousse. Allez, on inspire, on expire et on pousse. C'est bien, madame, continuez. On inspire, on expire et on pousse. On expire, on expire et on pousse. Allez, c'est pas grave, on inspire, on expire et on pousse. On continue, on continue, voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà, on va le poser
posez sur votre ventre, madame. Et voilà. Bonjour, maman. Oh, bonjour. Ah, tu m'étouffes. Madame, vous avez fait un beau et grand garçon. Félicitations. Vous auriez pu faire une petite et moche fille. Comment je m'appelle, maman? Christelle. Ah, mais non, mais c'est pas possible, ça c'est un prénom de fille. Ouais, mais ça, je le savais pas. Allez, Christelle, venez par ici, il faut que je vous cautérise le nombril. Ah non, c'est pas possible, je dois me rendre au bureau. Oh, merde. Excusez-moi, j'ai oublié un truc. Et voilà. Les Robins des Bois. Les Robins des Bois sont des cons, donc la cassette est en vente. C'est très très bien. Hein. Mouna, vous étiez explosé de rire, vous. Mais pourquoi vous venez pas plus souvent ici, si vous savez pas quoi faire Venez, vous savez, toutes les semaines, on a des gens... Il fallait me poser cette question il y a 20 ans. Ouais. C'est trop tard. Vous êtes en retard, là. Vous venez quand vous voulez. Vous voulez vous asseoir à côté de moi la semaine prochaine? La semaine prochaine. Alors, votre nom de scène avant, c'était, c'est vachement compliqué, c'était The Royal Imperial Green Rabbit Company. Oui, c'était en hommage à la Royal Shakespeare Company. Voilà, et vous êtes rencontrés, je fais toute l'histoire là. Ouais. Vous vous êtes rencontrés au cours de comédie d'Isabelle Nanty. Voilà. C'est ça. Voilà. Ensuite, vous avez fait votre pièce au Théâtre des Sablons à Fontainebleau. Ouais. Ouais, vous faites juste ouais. D'accord. Et puis Farouja est venu. Ouais. Ouais. Et il a eu le coup de foudre. Ouais. Ah bon. J'attendais. Non, c'est l'appât du gain. C'est l'appât du gain. Et il a produit la pièce qui a été jouée quand même 250 fois à Paris. C'est ça. Oui. Ensuite, il vous a pris sur sa chaîne Comédie. Vous avez fait la grosse émission. L'animateur était jetable, mais pas vous. Voilà. Voilà. Vous n'en voulez pas de vous avoir fait jouer dans son film Trafic d'influence à Farouja? Trop bon, Ardisson. Non, je sais pas, je vous demande. Trop bon. Non, il était bien le film, moi je l'ai vu, il était super. Regarde la tête qu'il fait. C'est incroyable. C'est génial. Il est trop content. Faites tout ça parce qu'il a sa petite question à la fin qu'il adore. Non, je l'ai même pas notée celle-là, j'ai même pas besoin de la noter. Toi, t'as du pot, t'as un mec qui a du pot. Qui ça, moi? Ouais. Pourquoi? Bah, parce que déjà, vous avez rencontré tous vos amis en même temps chez Isabelle Nanty. Ouais. Premier coup de bol. Ouais. Deuxième coup de bol, Farouja à Fontainebleau. Ouais. Troisième coup de bol, Julie Lescaut avec Véronique Genest. Yes. Trop bon, trop bonne vanne. Et vous dites, j'ai de la chance d'apprendre mon métier avec des gens aussi généreux que Véronique Genest. Eh ben. Que je salue d'ailleurs. Ouais, mais c'est vrai en plus. Et c'est un métier de tourner et d'apprendre les marques, prendre ses marques au cinéma. Et puis tout ça. apprendre à jouer avec une comédienne rousse aussi. Et après, voilà, c'est assez difficile. Et puis le grand noir aussi. Oui. Apprendre à jouer comme ça, et ben, c'est pas évident tous les jours, monsieur. Faut s'en méfier de lui. Bien, vous êtes prêts pour l'interview sans la bouche? Bon, interview sans la bouche. Vous connaissez, Max, l'interview sans la bouche? Pas du tout, non. Vous connaissez? C'est une interview, ils ne peuvent pas répondre en parlant, donc ils vont être obligés de mimer leur réponse. Vous préférez Hitler ou Staline? Alors, il y a un site internet qui s'est créé pour demander votre retour sur Comédie. Vous, personnellement, vous préfériez l'époque où vous étiez sur Comédie ou NPA avec Nagui? NPA avec Nagui. Ah, plutôt Comédie. T'as compris? Eh, Nagui, vous le trouvez comment dans NPA? Est-ce que ça le fait, comme il dit, lui? Oui, d'accord. Est-ce que vous rêvez, je fais comme à la télé, hein, est-ce que vous rêvez d'avoir une émission à vous? Non. Bonne réponse de Jean-Paul Rouge. Combien de temps vous pensez que vous allez être encore ensemble, les Robins des Bois? Pendant combien d'années? Non. Si, Jean-Paul, si vous deviez signifier votre attirance pour votre camarade Marina, vous le feriez comment? Et vous? Ah ouais, ouais, c'est tout. Est-ce que vous trouvez que les Robins des Bois sont drôles?
Et vous? Et si je vous demandais de faire un gag, là, vous feriez quoi? Serge, est-ce que tu peux faire un petit replay? Bon, maintenant, on va jouer au schmilblick. Vous connaissez le schmilblick? Vous connaissez le schmilblick? Le jeu du schmilblick. Je ne connais rien, je ne regarde jamais la télé. Ah, le schmilblick, c'est à la radio. Oui. Non, pardon, alors je n'écoute jamais la radio. Le tir-lipo, vous connaissez pas le tir-lipo? Non. Peut-on tir-lipoter avec la chose? Vous avez jamais entendu parler de ça? Mais vous avez plein de trucs à apprendre. Ouais, alors. j'ai vécu 20 ans en Arabie Saoudite. Ah oui, alors. oui, là-bas, on ne peut pas tir-lipoter avec la chose en Arabie Vous pouvez me le Saoudite. mettre à ma disposition, comme ça il pourra m'apprendre. Ah. Je crois que t'es arrivé à tes fins un petit peu. Il y a marqué esclave, là. Je vais l'éventer dans les jours avec une feuille de bananier. En Arabie Saoudite. Elle t'a acheté, là. Bien, ouais, Ça commence à marcher. Vous voulez qu'on vous le livre Bah, dis à tienne. Bon, alors, on va jouer au schmilblick. Donc, vous allez me demander ce qu'est le schmilblick et je vais vous dire si c'est ça ou c'est pas ça. Dites-moi, est-ce que le schmilblick est... Est-ce que le schmilblick est... Non, j'ai compris, il faut que je rajoute un mot. Ouais, mais bon. Est-ce que le schmilblick est un homme? Oui. Ah, vous êtes génial, vous. Ouais, c'est vrai. Est-ce que le... Vas-y. Est-ce que le schmilblick a des cheveux? Oui. Est-ce que le schmilblick est présent? Ici, là. Pas encore. Est-ce que le schmilblick est une femme malgré le fait que ce soit un homme? Non. C'est un homme. Hein? C'est un homme. Ok. Est-ce que le schmilblick a un accent? Oui. Est-ce que le schmilblick chante des Oui. fois par hasard? Oui. Est-ce que je sais très bien qui c'est le schmilblick? Enrico Macias. Ouais, je savais. Enrico Macias. Bonsoir. Vous connaissez Mouna Ayoub? Oui, bien sûr. Elle a un beau bateau. Elle a un très très beau T'as vu bateau. les flotteurs? Mouna Ayoub aimerait chanter avec vous. Ben, on n'a pas répété, mais quand elle veut. Hein. Vous connaissez des chansons d'Enrico Macias? Mon oncle écoutait Enrico Macias quand j'étais toute petite sans arrêt. Et puis il y avait une chanson au Liban qui se répétait que les Français ne connaissent pas. C'était quoi? Et l'on m'appelle l'Oriental. Ah ben, s'ils connaissent pas les Français, alors. Non, parce que j'ai demandé à tout le monde est-ce que vous connaissez cette chanson. Je suis Vous la allée connaissez, chercher. vous? Oui. Ça fait comment, Enrico? Et l'on m'appelle l'Oriental. أنا واحد sentimental. Aïe, 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 l'on m'appelle l'Oriental. Car moi je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas de mal. On m'a surnommé l'Oriental. Bravo. Enrico, t'as vu, dès qu'il arrive, on chante. Alors, vous devez aller chanter à Constantine, vous deviez aller chanter ou vous devez aller chanter à Après, Constantine. je vais chanter Voilà. à Constantine. Le et 18 puis- mars. Et puis partout en Algérie. Voilà. partout. Alors à Constantine, à Annaba, enfin Bonn, Tlemcen, Tizi Ouzou et Alger. Donc Constantine, c'est le 18 Oran, mars. faut pas oublier Et Oran. Oran. Et Alger, c'est le 27. Donc c'est une tournée en Algérie. Et après, on peut dire qu'après 38 ans, donc il y a 38 ans que vous avez quitté l'Algérie, vous n'êtes jamais retourné. Et la boucle est en quelque sorte bouclée. C'est quelque chose que je n'aurais même pas imaginé en rêve. Et puis qui vient de m'arriver comme quelque chose de... C'est même pas historique, c'est messianique. Ouais. C'est messianique. C'est assez beau. Il faut une veste par balle. Non. Dites-lui ça va le... Non, non, pas du tout, ça m'impressionne pas du tout. Je crois que les gens ont une fausse opinion de la réalité des choses. Je pense que tous les gens qui naissent, on devrait leur mettre un gilet pare-balles aussi, parce que Ouais. à chaque fois qu'on naît, on est condamné à mort, hein, Ouais. de toute façon. Non, bah, ça a bien monté le moral de tout le monde.
Quel déconneur, Enrico. Hein. Non, mais c'est parce qu'il est énervé, parce qu'elle s'en fout, Mouna, de lui maintenant, depuis qu'il y a Enrico Maciel. Bon, alors, vous y allez en plus pendant la période de l'Aïd, donc la fête du mouton, qui est la fête du pardon dans la région musulmane. Et vous partez avec 200 autres juifs d'Algérie qui étaient là-bas à l'époque et qui retournent des juifs, je pars avec 200 enfants d'Algérie, de toute confession. Et nous allons reconstruire un pont entre l'Algérie et la France. Un pont qui a été un petit peu coupé pendant longtemps, pendant 40 ans. Et puis voilà, je suis fier d'être le leader de cette merveilleuse histoire, cette nouvelle page de l'histoire que j'ai chantée depuis 40 ans. Alors, à la fin de la semaine, la presse disait quand même que les conservateurs et les islamistes, en parlant de vous, en Algérie, disaient que vous étiez l'envoyé du gouvernement d'Israël et que les 200 invités que vous emmeniez avec vous étaient destinés à officialiser le retour de la communauté juive dans le pays et que c'était inacceptable. Alors d'abord, je suis content que vous m'ayez posé la question pour mettre au point beaucoup de choses. Premièrement, ces gens-là qui essayent de perturber mon voyage en Algérie ne réussiront pas à le faire parce que je suis absolument déterminé, parce que ce sont des gens qui ne représentent rien du tout. C'est pas que je les méprise ou que je les néglige. Au contraire, ils ne sont pas représentatifs pour se permettre de m'interdire d'aller en Algérie. Pendant 40 ans, j'ai été interdit, et maintenant, au bout de 40 ans, il y a le peuple algérien, avec une écrasante majorité, qui désire mon retour en Algérie, au même titre qu'un enfant d'Algérie. Et le président Bouteflika est le seul habilité à m'inviter. Alors, vous permettez, je suis content qu'il y ait des opposants à ma venue, quelques opposants. Vous savez combien il y en a? Il y en a 4, qui peuvent déteindre sur pas mal. Mais moi, je sais qu'il y a 99% d'Algériens, dont le président Bouteflika, qui désire ma venue en Algérie, ce qui prouve que l'Algérie est sur le chemin de la démocratie. Ça, simplement, c'est quand même le FLN de Constantine qui s'est manifesté. Vous savez, moi, je ne me suis jamais mêlé de la politique intérieure de l'Algérie. La seule chose, c'est que j'ai toujours regretté qu'il y ait de la violence en Algérie. Je l'ai dénoncé. Comme j'ai dénoncé celle qui a existé pendant la guerre d'indépendance, et que je respecte les morts de des deux côtés. Mais ça, tout le monde a eu les mêmes souffrances. Enrico, je ne vais pas vous foutre le bourdon. Enfin, personne ne me foutra le bourdon. Et je le dis sans aucune polémique. Et je le dis sans aucune peur. Et je le dis, je rassure tout le monde. Tous les gens, mon public, mes proches, ma famille, qui a peur pour moi j'ai peur pour eux, mais moi j'ai pas peur pour moi. Et je les rassure tout de suite, parce que je sais que l'action qui est menée, c'est une action positive, dont le but et la finalité, c'est la paix et la fraternité, et c'est une page tournée pour nos enfants et nos petits-enfants. Si on continue à cautionner ce genre de choses, ça veut dire qu'on n'amènera rien au futur et on n'amènera rien à nos enfants et nos petits-enfants. Écoutez, au risque de ma vie, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je me fous éperdument de ma vie. J'en ai rien à foutre par rapport au symbole que je représente. Et si je devais faire marche arrière, je ne pourrais plus me regarder devant une glace. Jamais. Alors, donc votre histoire commence là, commence à Constantine, vous allez retourner donc au mois de mars, rue Biscara, première guitare à l'âge de 12 ans, et votre père joue avec Raymond Léris, Cheikh Raymond, Tonton Raymond, comme vous l'appelez, et vous sortez ce disque en hommage. Tu peux zoomer, mon garçon? Voilà, vous sortez ce disque en hommage à Raymond Léris. C'est de la musique arabo-andalouse, malouf comme on dit. Un peu, c'est pour ça que je ne l'ai pas samplé, parce que c'est de la musique qu'on n'écoute pas comme ça en 30 secondes. Ça s'écoute, quoi. C'est de la musique classique, en quelque sorte. C'est de la musique classique, mais c'est de la musique, c'est un mélange de musique classique et de musique folklorique. C'est une musique qui est née à Grenade et à Séville, lorsque les communautés juives et musulmanes coexistaient ensemble en Espagne. Et puis qui ont été obligés d'être chassés par Isabelle la catholique en 1492. Et il y a eu un boomerang. Oui, 1492, c'était un jeudi. Isabelle la catholique. Mais vous savez... Je sais beaucoup de choses, Enrico, beaucoup de choses. Non, mais... je pourrais t'étonner. On m'appelle Laurental, Bafi de mon pays. Puisque tu es dans une logique de pardon, je peux te dire un mot. On a eu une rencontre impromptue, donc
tu te souviens peut-être, mais tu savais peut-être pas que c'était moi. Un jour, tu as eu un petit pépin avec une 305 blanche, tu étais en Twingo noir. Oui, j'ai eu un pépin, oui, c'est vrai. J'ai eu un accident, malgré moi, avec ma fille et mes petits-enfants. Voilà. Et c'était toi dans la 305 blanche? C'était moi dans la 305 blanche. Et oui, et tu t'es barré. Et tu es un salaud, je te le dis. Alors, si c'est toi, vraiment, tu es le roi des salauds. Tu sais pourquoi? Parce que tu as failli tuer des petits-enfants dans la voiture. Je suis désolé. Moi, je m'en fous. Hein? Je sortais de boîte, j'étais... Non, c'était vraiment toi, non? Oui. Là, tu es en train de me charrier. Non, mais écoute, je vois que t'es en plein pardon, j'en profite maintenant. T'es très chaud, tu vas me mettre un pain. Alors, c'était pas moi, alors. C'était toi? Non, il est chaud, c'était pas moi. Mais ça, j'ai pas d'humour. Moi non plus, Enrico. Je propose que tu racontes l'histoire de Bon Pied Bon Oeil pour détendre tout le monde. Je me rappelle plus de cette histoire. Le général qui pète, c'est l'histoire que tu racontes. Mais comment tu connais cette histoire? Je sais tout de toi, Enrico. Comment tu fais? C'est horrible. Je te l'ai dit au départ, hein, je sais tout de toi. Ça, c'est l'histoire que je raconte à mes petits-enfants. On était parti. Alors, vous la connaissez, Laurent, cette histoire? Simon, Elliot, Julia et Thelma, les quatre ont droit à cette histoire. Le petit comprend pas encore parce qu'il a 3-4 mois, mais... J'ai vachement bien renseigné. Hein. Non, mais ce qui m'a tué, c'est Bon Pied Bon Oeil. Ça, c'est... Puis l'accident et tout. Mais enfin, bon. Je m'excuse, hein. Vraiment. Non, mais alors, tu m'as bien chauffé, ouais, bravo. Bien, donc vous avez commencé votre carrière à l'âge de 15 ans avec Cheikh Raymond Léris, auquel vous rendez hommage dans... Moi, je fais genre, tu vois, la télé, tout. Auquel vous rendez hommage dans ce CD. Raymond, c'est l'exemple même de quelqu'un qui était multiconfessionnel, puisque son père était juif, sa mère était chrétienne, et lui, il chantait en arabe. Donc on ne peut pas être plus œcuménique que lui. Et vous tombez amoureux de sa fille, Suzy, qui deviendra votre femme. Alors j'ai préparé plein de chansons pour vous. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Oui, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Ça vous rappelle des bons souvenirs, ça? Hein, moi aussi. Je peux vous dire, moi aussi. Alors quand il a rencontré sa femme, en plus, Enrico, elle était les nattes, le petit nœud comme ça au bout des nattes et tout. Il tombait, vous êtes tout de suite, hein? Mais depuis tout petit. Ouais, depuis la rue Biscara, déjà, il était amoureux. Et vous n'avez pas changé depuis? Non. Et la première fois, quand il a vu sa femme, Suzy, pour la première fois, il a eu honte d'avoir des culottes courtes. C'est la première fois de sa vie où il a eu honte d'avoir des culottes courtes. Première femme s'appelait Suzy, le dernier chien s'appelait Manix. C'est dans les livres d'histoire. Ouais. Il était beau, Manix. Manix. C'est bien, la comparaison, elle me plaît beaucoup. Non, c'était c'était des noms que j'ai retenus, c'est pas une comparaison. Non, bien sûr que non. Alors, l'Aziz, alors. Taras. Parce que dans le privé, on l'appelle Taras. Non, c'est vrai? Il connaît tout, mais moi, il m'a tué, moi. Il m'a tué. Non, je t'ai pas tué, hein. Je suis parti en courant, mais j'aurais pu. Comment vous avec la 305? Parce qu'on a enquêté, moi je voulais m'excuser après l'accident, et puis j'ai appris des choses sur sa vie. Il dort à gauche de lit. À gauche. C'est vrai en plus. Ouais, et des fois la nuit, il se lève pour manger un peu de pain avec de l'huile d'olive. Un peu. Continue. Rappelle-moi des souvenirs, parce que des fois, je suis... Toi, tu crois qu'il a encore le droit de manger du pain avec de l'huile d'olive la nuit, maintenant? Enrico, tu te lèves parfois, tu adores ça. J'adore ça. Des goûts simples. Du pain, de l'huile d'olive, une corniche bleue. Est-ce que tu sais qu'avant de quitter l'Algérie en 62, quand tout le monde est parti, Enrico était déjà venu en France quelque temps, à Fontainebleau. Exact. Et c'est la première fois que vous avez rencontré le racisme, en fait. C'est-à-dire le racisme, vous ne l'avez pas rencontré à Constantine, en Algérie, non. Là où vous habitiez, vous l'avez rencontré là? Le racisme, enfin, il y avait un peu de racisme quand même, ça existait. Mais il était organisé, on s'en apercevait pas. Tandis que quand je suis arrivé à Fontainebleau, là j'ai rencontré le racisme, parce que j'étais différent physiquement des autres. J'aime pas les juifs, ils vous disaient les types. Oui, il y en a un qui me disait par exemple, d'ailleurs je vais casser la figure et puis ça m'a coûté un renvoi, il me dit, j'aime pas les juifs, mais les arabes je les aime bien parce qu'ils m'avaient pris pour un arabe. Voilà. Alors, il m'avait tout de suite édifié sur le racisme. Et là, vous les avez eus, c'est que donc ils voulaient pas. Il y avait un club dans ce lycée à Fontainebleau. Il y avait un club et Enrico voulait rentrer dans le club. Et puis les mecs, bon, ils le snobaient un peu. Et un jour, il y avait une fête du club et le décor s'est effondré. Et pendant qu'il remontait le décor, Enrico il a joué avec sa guitare
Et les mecs ont trouvé ça génial. Et... C'est comme ça que je suis devenu chanteur. Et c'est quand ils ont cassé le décor que j'ai meublé. Il a meublé, c'était son premier récital. Et après, il faisait le mur du lycée pour aller dans des petits cabarets. C'est un très bon imitateur, Enrico. Ah oui? Bon, son point fort, c'est Giscard. Ça, c'est... Non, c'est vrai? Ah oui, mais à brûle pour point comme ça, j'ai pas tellement... C'est pas comme pour chanter, hein. Ouais. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est incroyable. Et alors donc, quand vous avez votre bac, vous retournez en Algérie, donc vous retrouvez Suzy et vous devenez surveillant dans une école et ils apprenaient aux petits Arabes, ils leur apprenaient nos ancêtres les Gaulois, ça devait être assez surréaliste, je dois dire, comme j'étais instituteur, pas surveillant. Ouais, instituteur, oh pardon. Bon, puis là, c'est la sale époque, hein, c'est la valise ou le cercueil, quoi. C'est vrai, mais quand je repense à ces moments-là, c'est à la suite de l'assassinat de tonton Raymond que toute la communauté juive et la communauté française a décidé de partir. Ouais. En tuant tonton Raymond, on a demandé en fait de partir. Bah, écoutez, ce qu'on peut faire sans remuer les vieux souvenirs, on peut quand même écouter la chanson petit bout de la chanson que vous avez composée sur le bateau en rentrant à Marseille. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Voilà. Alors... C'est incroyable, 38 ans après, d'y retourner. Oui, et justement, il y a des gens qui m'ont dit « Mais tu vas chanter cette chanson dans tu vas pas changer les paroles ?» Ouais. Jamais de la vie. Ouais. Je vais la chanter telle qu'elle était. C'est ça que je voulais dire. Je voulais dire que quand je vais la chanter en Algérie, c'est une chanson que j'ai jamais pu enlever de mon répertoire, jamais pu enlever de mon cœur, jamais pu enlever de ma mémoire. Et même quand je vais retourner en Algérie, je la rechanterai encore. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est parti de nous, mais qu'on va retrouver pour nos enfants et nos petits-enfants. Ah, c'est une fan, Mouna, hein. Bon, alors après, moi, je vais raconter l'histoire, sinon... Ah, je vois Christophe Dominici qui est là. Est-ce qu'il peut rentrer? Méline, est-ce qu'on peut faire rentrer Christophe Dominici maintenant? Bien sûr. Ouais. Bonsoir, venez avec nous. Bonsoir. Bon, vous restez, on va arriver à vous, Christophe, vous m'en voulez pas, je termine avec mon client précédent et... Mon client. À vous. Finissez la carrière, monsieur, et après vous ferez la... C'est le confessionnal. Absolument. Donc je termine l'histoire, donc vous arrivez à Argenteuil, vous chantez dans un cabaret à Pigalle, et le dernier jour, c'est pour ça que je tiens à aller au bout de cette histoire, le dernier jour, Enrico a fini dans le cabaret à Pigalle, il a fini son récital, disons, et il y a un coup de téléphone, et c'est Igor Barrère, qui à l'époque faisait 5 colonnes à la une. Vous verrez ça dans les émissions d'Arthur. Igor Barrère, qui faisait 5 colonnes à la une, qui l'appelle et qui vous demande de venir jouer Adieu mon pays pour 5 colonnes à la une. Vous y allez, vous jouez cette chanson, vous la chantez, entouré par des pieds noirs bouleversés. Et donc là, c'est le succès et... J'allais le long. Voilà. Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Vous vous souvenez de ça, Laurent? Très bien. En 62, vous aviez quel âge, vous? En 60 62. 62, j'avais 3 ans. Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Voilà, et là, vous faites l'Olympia, et puis depuis, vous l'avez fait combien de fois, l'Olympia? 20 fois 16 ou 17. 16 ou 17 fois, voilà. Bien. Alors, Enrico Macias, comme vous êtes justement quelqu'un de sincère, je vais vous faire l'interview mensonge. On ne bouge pas pendant le jingle. Jean-Paul, non, j'ai vu. Super bien, ça. C'est une fille. Toi, tu l'as fait super bien. Mais qu'elle rigole. Mais elle, c'est une fille, elle peut pas s'empêcher. C'est bon, elle a... Alors moi, je surveille ce côté-là. Toi, tu as surveillé l'autre côté. Ça a bougé, non?
Un Max Gallo a un peu bougé. Ça, Max Gallo. Bon, on recommence. J'aime pas balancer, mais je le soupçonne d'avoir léché une caisse. Il y a une petite crispation. Moi, le P, ça me fait toujours rire. Oui, moi aussi. C'est compliqué. Bon, c'est absolument possible. Alors, l'interview mensonge, Enrico, c'est très compliqué. C'est à moi que ça tombe. Est-ce que vous gagnez bien votre vie? Non, je suis un pauvre type, moi. Donnez, donnez-moi. Donnez, Dieu vous le rendra. Est-ce que vous avez déjà fraudé le fisc? Mais oui, mais qui n'a pas fraudé le fisc ici? Qui n'a qu'à le dire? Dites la vérité. Est-ce que vous êtes toujours... c'est pour rire. Hein. Est-ce que vous êtes toujours catholique intégriste? Toujours. Mais je suis un dévot, mais alors, je suis fidèle tous les dimanches, le Shabbat. Non, la messe. Il a du mal. Vous êtes quand même toujours un peu extrême droite, un peu antisémite quand même, Enrico, non? Ah là là, ne me parlez pas de ces gens-là avec leur nez crochu et tout ça, et tout le pognon qui gagne et tout. Aïe, 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 allez, retournez dans votre pays. Et surtout pas en Israël. Hein. C'est une interview mensonge. Hein. Ben voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai compris. Hein. Le Pen, il allume le poste, il sait pas... Ça doit lui faire bizarre. Le Pen, il tombe sur la télé, il dit putain, c'est quoi ce C'est la chance. C'est un grand ami. Il dit c'est bien, Ardisson, finalement. Quelle pub je suis en train de lui faire. Ouais. Vous vous trouvez comment physiquement en ce moment, Enrico? Non, je suis très laid. C'est mensonge, non? Ah, mensonge, mensonge. Voilà, ben ouais. Vous trouvez très laid en ce moment, vous avez grossi? Non, mais j'ai blanchi. Ne lui parle pas des régimes parce que c'est son gros problème. Ah, c'est son problème? Parce que la nuit, dans le frigo, le pain avec l'huile d'olive. Le pain, l'huile d'olive, larissa et tout ça. Larissa. Est-ce que vous fréquentez toujours les bars, enfin, qu'on dit bars américains? Toujours, je suis tous les soirs, moi. Ah ouais? Tous les soirs. Tous les soirs, je fréquente ces boîtes. Tous les soirs. Et je fume, et le cigare, non, c'est ça, je fume pas de cigare. Parce que, en vérité, je fume le cigare. Voilà. C'est terrible avec lui. Est-ce que vous êtes plutôt, Enrico, plutôt hashish ou plutôt herbe? Elle est dure, celle-là. Disons hashish, parce que chez nous on dit hashish, ça veut dire, ça vient de ce mot-là, ça vient du mot hashish, ça veut dire hashish, ça veut dire on aime bien avoir la tête un peu dans les nuages, comme ça, entre deux mondes artificiels. Ouais. Donc vous êtes plutôt herbe en fait dans l'interview mensonge. Et je suis herbe et je suis hashish. Dernière question, vous avez peur de mourir? Ah oui. J'ai très peur de mourir. Très, très peur. Gilet pare-balles en Algérie? Pas gilet pare-balles. Merci. Bon, on est arrivé quand même. Merci, Enrico. C'est moi. Bon, Christophe, bonsoir. Bonsoir. Pour désamorcer, évidemment, c'était pas moi dans la voiture. Hein. Je veux pas qu'il pense que j'ai essayé de tuer ces petits-enfants. Hein. Ouais. Laurent, c'est 2 secondes après, je te jure, j'ai tellement un mauvais souvenir de cet accident. J'étais persuadé que c'était toi, tu m'as piégé. Mais après, j'ai compris, quand tu m'as parlé de bon pied, bon oeil et tout ça, toi, tu dois connaître ma fille, Josia. Je suis assez copain avec ta fille. Ouais. Ah, Eb. Copain. Oui, ouais. Christophe Dominici, donc vous mesurez 1m73, vous pesez quoi, 81 kg? Un peu plus? 83, oui. 82, 83. Vous êtes ailier gauche au Stade Français, Oui. dirigé par Max Guazzini, Oui. que je salue ici. C'est bien? Oui. Il est sympa, Max. Très, très sympa. On va en parler. Votre look, là, vos cheveux un peu méchés blonds comme ça, c'est une idée à qui? C'est pas une idée, je trouve que ça... C'est des cheveux. ça embellit un petit peu, ouais. Vous trouvez que ça vous embellit? Oui, un petit peu, ouais. Ça fait Sting. Ça fait Sting. Voilà, c'est pour ça. Vous aimez les pop stars, vous, hein? Ah oui, Ah ouais. j'adore la chanson. Ouais. N'est-ce pas, Enrico? Merci. Vous aimez le rugby? J'adore. Ah, J'ai de la chance. Ouais. J'aime ses cheveux. Ouais. Et vous aimez son sport? Et j'aime son sport. C'est un début, en fait. Ça aurait pu mal commencer. Tout de toi. Le seul problème, c'est qu'elle n'aime pas les hommes. Ah oui. Vous avez fait des photos avec Cher. Oui.
Comment elle est de près? Très très bien refaite. Ah, mais est-ce que ça se voit? Non, pas du tout. Ah bon? Ouais, ouais. Non, non, elle est très très belle pour son âge. Donc vous êtes finaliste de la Coupe du Monde en 99. Oui. Hein? Tournoi destination, vous faites partie de l'équipe de France qui a battu le Pays de Galles 3-36 le 5 février dernier. Oui. Et le non, attendez, c'est pas. Et le 19 février, donc vous jouez dans le tournoi destination France-Angleterre et qui sera sur France 2, je le dis, c'est sur France 2. Faut vous coucher de bonne heure là. Oui. Ah, c'est un peu tard déjà, non? Non, non, ça va. Ça va? Oui. Vous avez la permission de quelle heure en général? Bah, à minuit, il faut être au lit? Non, sérieux? Non, non, pas du tout. Pas Moi, du je tout. m'endors très très tard, moi. Ah bon? Ouais. On se lève à quelle heure? 9-10 heures. Oh, vous ferez comme vous voudrez. Vous ferez comme vous voudrez. Demandez un room service à 8h avec un bon petit déj, puis après... C'est très important. Donc vous jouez dans la sélection, vous avez été sélectionné par Laporte, et là donc vous jouez pas demain avec le Stade Français contre Auch, vous êtes dispensé. Si, si, je joue, oui. Vous jouez quand même? Oui. Ah, il vous fatigue, dites non, non? Non, non, non. Ça va? Ouais. Alors Laporte a dit, en parlant de vous, vous connaissez Bernard Laporte, le type du Stade Français qui est entraîneur de l'équipe de France de rugby, vous connaissez ça? Sélectionneur de l'équipe de rugby. Voilà. Il a dit en parlant de Christophe, affamez les joueurs, prenez les joueurs, vous les affamez, des avants et des arrières. Vous les enfermez dans un endroit clos. Vous mettez un steak au milieu. C'est lui, c'est Dominici qui va le bouffer. Il y en a un qui le bouffe, c'est lui. Parce que je mange beaucoup. Pardon? Parce que je mange beaucoup, c'est pour ça, ouais. À vous aussi. Et vous avez plein de points communs. Je pense que si on fait cette compétition, je gagnerais. Hein. Ah oui. Tu mets un diamant dans une mêlée, c'est elle qui le fait. Bon, on va voir un petit magnéto. Magnéto, Serge. Galtier, c'est le côté fermé qui a été choisi. Oh, regardez bien cette action. Dominici, formidable, 2, 3 crochets extérieurs. Il semble qu'il va aller à l'essai, non, Cullen le rattrape. C'est le regroupement au pied des poteaux. On revoit cette phase de jeu. Extraordinaire. L'exploit de Dominici, qui va droit pour fixer, qui déborde à l'extérieur. Elle est restée pour nous, c'est bien là l'essentiel. Coup de pied par-dessus la défense. Avec Dominici, il a pris la balle, il va marquer. Oh, la bonne réception après un coup de pied offensif donné par le demi de mêlée. Fabien Galtier, oh formidable, c'est une belle récompense pour ce diable de Christophe Dominici qui avait amené un essai extraordinaire. 5 points de plus, transformation qui sera tentée par Christophe Lamaison. Bonne récompense, on s'en réjouit pour ce petit bonhomme plein de tonicité, solide qu'il est. Christophe Dominici. Vous êtes un héros, pourtant la vie a commencé d'une façon assez dure pour vous. À 14 ans, vous perdez votre sœur, Pascal, dans un accident. Elle avait 18 ans, c'était un peu votre deuxième maman. Et vous dites, j'en voulais à la terre entière. Ensuite, vous enfermez chez vous. Vous vous êtes révolté par cette disparition et vous commencez à accumuler les conneries. Vous avez fait des graves conneries? Oui, des graves, oui. Vous avez volé? Oui. Volé quoi? Des mobylettes, des bagnoles? Oui, des mobylettes, des voitures, oui. Ouais. Vous conduisiez sans permis? Ça m'est arrivé, oui. Ouais. Vous avez des mauvaises fréquentations? Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça mauvaise, mais j'avais des copains qui faisaient ce genre de choses. Vous avez eu une 306 blanche? Qu'est-ce qu'il y avait comme cassette dans le poste? Je conduis sans permis. Vous conduisez sans permis? C'est interdit pour les femmes en Arabie Saoudite de conduire. Alors on ne peut jamais avoir de permis de conduire. Et vous conduisiez sans permis en Arabie Toujours. Saoudite? Partout? Non, pas en Arabie Saoudite, ici. Ah ouais? Ici, Canada, jamais j'ai eu de permis. Elle se faisait flasher avec le shadow. Alors c'est pas un tel grave Non, crime. vous avez fait des conneries, mais graves ou... J'étais en garde à vue. Vous étiez... Ah oui, quand même. Ouais. Mais comme vous étiez mineur, ils vous laissaient sortir. Ben ouais, mais je crois que c'était un moment de ma vie où je me cherchais un petit peu. J'étais passé par une période difficile. Et donc j'ai pris des coups de pied aux fesses qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait évoluer. Ouais. Vous dites, sans le rugby, je serais devenu un voyou. Oui, parce que je trouve que ça m'a apporté énormément de choses. Au niveau de la solidarité, de l'amitié. Un moment de ma vie où j'en avais énormément besoin. Alors vous avez hésité avec le foot à un moment. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez hésité avec le foot, vous aviez les qualités, vous dites, pour être un bon footballeur.
Alors, je vais vous poser quelques questions sur le foot. Vous allez me dire si... on va voir si vous vous intéressez au foot. Ah oui. Le club champion l'année dernière. On souffle pas. Bordeaux. Qui est en tête de la D1 aujourd'hui? Monaco. Ah oui, il est fort. Le meilleur buteur cette année-là? Actuellement, je pense que c'est... Il y a Trezeguet ou Simone, non? Anderson. Qui a pris la succession de Courbis à l'OM? Non, Casoni. Ouais. Vous êtes fort pour un rugbyman. Ouais, je m'intéresse au sport. Dans quel club joue Deschamps? Parme. Non. Chelsea. Chelsea. Ah, bon. Ah, il sait, Enrico, lui. Dans France-Brésil, les buteurs, c'est qui? Zidane, Petit. Bravo. Non seulement il marque des essais au rugby, mais quand on lui pose des questions sur le foot, il répond. C'est bien. Alors en 94, donc, vous commencez, première division avec Toulon. 97, vous rencontrez Laporte, justement, et qui vous dit « Si tu viens à Paris, je ferai de toi un international ». Et vous rentrez au Stade Français. Et aujourd'hui, selon un sondage du Midi Olympique, qui est le journal du rugby, vous êtes le joueur préféré des jeunes. Vous saviez ça? Mais les vieux te détestent. Oui. Ben, je pense comme ils ont vu un petit gabarit courir, ils se sont peut-être identifiés à moi. Ouais, c'est possible. Un grand, costaud. Vous aviez peur, là, des Lomou ou Maga, là, non? Non, je ne sais pas si on peut appeler ça la peur. Mais donc, au moment où on les a joués, ils étaient considérés comme la meilleure équipe du monde. Ouais. Et ça fait forcément peur d'affronter la meilleure équipe du monde. Ouais. Ben, vous êtes à l'origine du premier essai, vous en marquez un. Ouais. Et la France bat la Nouvelle-Zélande 43-31. C'est la première fois qu'ils se faisaient tailler comme ça. Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste du rugby, mais c'est quand même des mecs qui ont la réputation d'être les plus forts, effectivement. Mais c'est dur d'expliquer l'inexplicable, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas comment on a fait pour les battre. Ouais. Donc, on devait avoir énormément de chance et on devait certainement le mériter, ce jour-là. C'était un vrai délire. On a même vu ce jour-là des Anglais à Twickenham qui chantaient la Marseillaise. Donc c'est vrai que... Et vous dites, j'avais l'impression que ma sœur me regardait d'en haut. Vous avez senti... Oh, je ne sais pas si on peut appeler ça sentir, mais c'est vrai, quand on passe aux personnes qu'on aime, elles nous aident quelquefois. Et puis après, il y a eu la finale contre l'Australie, mais là, pourquoi vous étiez fatigué? Vous étiez déjà allé trop loin? Je pense qu'ils étaient plus forts. Et ça faisait 2 ans qu'ils préparaient leur titre de champion du monde, et nous, on l'a préparé une semaine. Donc le temps n'est pas du tout le même. Non, mais je pense qu'ils étaient plus forts et on aurait caché certaines choses si on aurait été champion du monde. Donc c'est bien qu'ils l'ont gagné, c'est bien qu'on soit second. Vous avez gagné le tournoi Destination, là? J'espère. Oui, j'espère. Bien, on va faire une interview. Première fois, on baisse la lumière, on ne bouge pas pendant le jingle. Je suis obligé de donner l'exemple. Moi, j'ai pas bougé, mais je comprends pas bien l'intérêt. Ouais, c'est vrai, ça remarque. Ouais. Mais non, mais il n'y a pas des techniques où on gèle l'image. Oui, ça évite de geler l'image en régie. Vous avez des petits moyens? Elle est déjà gelée, l'image, comme ça. C'est Helmut Newton. Ah, c'est ça. Premier souvenir. Premier souvenir? Votre premier souvenir de votre vie? C'est dur, ça. Ton sexe? Bah, allons. Sexe. On se calme un petit peu. Elle est chaude Vas-y, du sexe, maintenant. Bah, non, c'est normal. On est vu des mécènes, mais celle-là, elle est chaude. Première relation sexuelle. Oui, c'est On y arrivera, oui. Votre premier souvenir, vous n'en souvenez pas? Non, c'est ça. C'est ça. Première relation sexuelle. Ah bon, c'est ça? Vous avez trouvé? Je suis contente d'être là pour les Heureusement que vous êtes là, Mouna, oui. Du sexe, donc. Et vous vous souvenez? C'était pas très bien, C'est pas très bien? Dans une cage d'escalier? Dans l'ascenseur, c'était pas... Les ascenseurs, quand on ne le fait pas exprès, je veux dire, c'est beaucoup moins drôle. C'est vrai. Votre premier objet fétiche? Je peux pas le dire. C'était dans l'ascenseur aussi. Un sexe? Vraiment? Oui. Votre premier péché? Le vol. Le vol? Ouais. Vous vous souvenez ce que c'était? C'est le porte-monnaie de votre mère au début, non? Non. Il a piqué un ballon, personne ne l'a rattrapé. Il a marqué un essai. C'est petite voiture, je crois. Ah ouais? Petite voiture dans des boutiques, ouais. Votre premier jour à l'école, vous en souvenez? Très difficile. Ouais. Et le premier jour au Stade Français?
Je me suis demandé ce que je faisais là. Quand j'ai vu beaucoup de nouvelles têtes, un nouvel entraîneur, un nouvel président, je me suis dit, j'ai peut-être pas fait le meilleur choix. Votre première idole? Enrico. C'était qui votre première idole, vous? Madonna. Madonna. Ah, dites donc, Madonna, votre mari vous en a voulu Ah oui. l'histoire de Madonna. Vous ne connaissez pas l'histoire quand il priait, Madonna? Justify My Love. Justify Votre mari My trouvait Love. que c'était une chanson très... Non, mais à la fin, vous savez ce qu'elle a dit? Non. Ce qu'on peut le dire sur la télévision française. On peut tout dire. Dans cette émission, on peut tout dire. À la fin, elle dit fuck me. Oui. Et mon ex-mari était en train de prier. Alors il se lève, il prend le CD, il le jette par la fenêtre en me disant je ne veux plus jamais entendre parler de cette femme chez moi. Ah ouais. Il y avait Enrico qui passait en Twingo avec ses petits bah, il a évité l'accident de peu. J'ai évacué grâce à toi. Évacué. Premier flirt. Ça vous a pas laissé un souvenir impérissable, hein? Non, mais premier trou de mémoire. J'espère qu'elle n'est pas en train de regarder votre C'est ce que je émission ce pensais. soir. C'est ce que je pensais, je voulais lui parler. Ouais, non, je m'en souviens. Bah, peut-être que... La première fois avec une fille, vous en souvenez, là? Oui. Bon, d'accord. Et avec un garçon? C'est la grande Très très mal passé. Ça s'est mal passé? Ouais, très très mal. Vous avez pu recommencer? Non, plus. Vous avez essayé une fois, quand même? Ouais. C'est bien, il faut essayer une Ouais, il faut fois. essayer Bah oui, les après, choses, ça plaît pas. Hein, mais, ouais. Maman, je plaisantais. Ah, vous plaisantez? Oui. Vous n'avez jamais essayé? T'as pu l'enculer, vas-y. Il va t'amener ses potes, tu vas voir, toi. Non, mais vous n'avez jamais eu envie d'essayer? Non. C'est marrant, ça. Ouais. Pourquoi vous avez essayé? Oui. C'est bien passé? Non. Ah. Mais j'ai essayé. D'accord. Et la première fois à plusieurs? Vous en souvenez? Oui. Et alors? Sympathique. Sympathique. Ah, là, d'un coup, il a un bon sourire. Tu sens quand même que le Christophe, ça lui rappelle des trucs sympas, là, quand même. Ah, là, il y a eu, tout seul coup, son visage s'est illuminé. Il y avait combien de filles, combien de garçons? On devait être... Pour 29 mecs. 3 garçons, 2 filles, je pense. Ah ouais? Dis donc, hein. Bah, vous, à Canal, c'est tous les jours, non? Oh, ben nous, à Canal, oh là là. Quand on fréquente Ça des y mecs va, comme ça y va. Gildas et Oh, bah, Bonnie, on ne Gildas, doit pas surtout, s'emmerder, hein. Première cuite? Douloureuse. Douloureuse. Pastis? Oui. Et vin. Pastis et vin? Ouais. Du rosé et du pastis? Ça, il connaissait, Enrico, à Saint-Tropez, l'été, dis donc. Regarde-le, là. 1er juin? C'était un mardi. Oui. 19h30, 17 ans. Là, ça vous a laissé un souvenir impérissable? Très mauvais. Très mauvais? Ouais. Ah bon? Ouais. Vous n'avez plus jamais recommencé? Non. Il a marqué contre C'est pour ça que vous êtes international de rugby? Certainement. Je me disais aussi. Oui. Première extasie? Jamais. Jamais? Non. Pour ça que vous êtes international de rugby? Merci. Premier million? Pas encore. Pas encore? Vous voulez pas que je vous donne quelques leçons? Ah oui, c'est une femme d'affaires, Mouna. Merci. Vous allez vous coucher, là? Oui. On va se coucher, hein? Je pensais qu'on allait dîner. Bah oui, mais lui, il va se J'ai coucher. faim. On va manger, Momoun, on va manger. Moumoun. Comme vous avez été très sympathique, je voulais juste vous faire un petit cadeau. Ouais. C'est le nouvel hymne du Stade français. Ah oui. Life is so strong. Wow. Ah. Life is so strong. Je sais pas si je vais y arriver. Merci. Voilà. Life is so strong. Avant, c'était à Will Survive. C'est vous qui avez... Oui. Enfin, c'est le Stade français qui avait relancé à Will Survive. Oui. Et ça, c'est un original, ça. Oui. Bah, très bien, merci beaucoup. J'écouterai en pensant à vous. Merci Christophe Dominici. Allez vous coucher. Et merde pour le match. Bon, je vais vous dire qui j'accueille. est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles. Bruno Pelletier. Bruno, bonsoir.
Salut. Vous avez vu, Mouna, on vous met que des mecs top à côté de vous. Hein, là. Et j'adore les mecs avec une Ah, mais ça vous plaît, les... J'adore. C'est canadien, non? Ah, vous avez Bonne l'accent. entrée en matière. Vous avez l'accent? C'est très canadien. Pardon? Vous avez l'accent? Ben, je pense que oui. Oui. Ah, oui. Vous essayez Un de... petit peu. Mais comment se fait-il qu'au Canada, les hommes ont des queues comme ça? On est dans l'eau comme ça. Non, mais Il faut c'est que vous vrai. veniez faire un tour chez nous, vous savez. Non, mais j'ai fait un tour déjà. Et Ah c'est oui? ce que Et j'ai vous avez vu remarqué. des queues remarquables? Oui, oui, absolument. Et ça m'a toujours fascinée. Et je me demandais pourquoi. Max, tu perds des points, là. C'est parce qu'il fait froid ou parce que... Je sais pas. C'est une énigme. C'est l'énigme. On va Alors, peut-être- Bruno Pelletier, vous êtes Gringoire, donc dans Notre-Dame de Paris, qui reprend mardi prochain. Oui. Au Palais des Congrès. C'est un peu pour ça que vous êtes là. Parce Je que suis tout le monde là, en en parle. fait, je fais le redépart à Paris pour la première semaine. Et je viens présenter un spectacle parce que j'ai une carrière solo aussi, donc à la Cigale. Mais sinon, l'aventure francophone, pour moi, est terminée. Vous allez à Londres à partir du 23 je vais à mai. Londres. Il y a Notre-Dame de Paris à Londres. Voilà. Et ça, c'est un gros défi. Et vous, vous êtes le 21 février à la Cigale. Voilà. Et le 22 à Lyon. Voilà. C'est-à-dire, la vie de Bruno Pelletier est un enfer. C'est-à-dire qu'entre le Québec et la France, et entre Notre-Dame de Paris et vos œuvres personnelles, c'est extrêmement compliqué. C'est compliqué, je ne sais pas si on peut dire que c'est l'enfer, mais en tout cas, c'est le rêve de plusieurs. Mais quand on est dedans, effectivement, c'est difficile à gérer à un moment donné. Ouais. On y arrive, on y arrive. Alors, votre CD donc s'appelle D'autres rives. Voilà, je le montre à la caméra. Zoom, mon garçon. Et le single s'appelle Loin de chez moi. Loin de chez moi, je veux m'en aller, sans savoir le retour, lentement m'exiler. Alors Bruno Pelletier, les auteurs sur le CD, c'est Plamondon, Cocciante, Daniel Lavoie, enfin que des gens... Des gens connus, des gens un peu moins connus aussi, qui sont très connus chez nous, comme Richard Séguin, Dan Bigra, Roger Tabra, qui sont des auteurs, des compositeurs très connus au Québec. J'ai voulu faire une espèce de pont et de mariage pour cet album-là, entre les amis, les gens que j'aime, avec qui j'aime travailler d'ici et de chez nous. Vous allez avoir droit à un Hardy View, mon pauvre. On éteint la lumière. Vous pensez à quoi, là? Ben là, je me demande qu'est-ce qu'on va faire. J'ai pas compris ce que vous avez dit, fait que je sais pas qu'est-ce qu'on Un va Hardy faire. View. Un Hardy View? Un Hardy View. C'est une forme d'interview qui s'appelle l'Hardy View. Ça s'appelle Hardisson. D'accord. La dernière chose que vous faites avant de vous coucher? Banalement, je lis un livre tout le temps pour essayer de me vider l'esprit un peu, là, de relaxer. Puis, oui, voilà. Le matin, quand vous vous regardez dans la glace, vous vous dites quoi? Ça passe. Ça? Ça passe. Ça base? Ça passe. Ça veut dire que t'as de bas belle queue, mon gars. C'est une traduction libre, ça. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Ça voisine, à mon avis. J'aime... peut-être être... j'aurais aimé... Bon, ça, c'était adolescent, j'étais un peu complexé avec ça. Avec les années, ça passe, ça aussi. Mais peut-être être plus grand, un peu plus grand. Vous mesurez combien? 5 pieds 7, donc 1m60. Ah, et tu bois 2 gallons par jour? 1m67, 68. Une fois, on avait fait une émission avec Laurent, un spécial Québec, et on avait pris un traducteur qui faisait une traduction simultanée, tu te souviens? Non, mais là, on comprend très bien. Bon, on fait les traductions tout de suite au fur et à mesure. Moi, dans l'oreillette, on me dit 5 gallons, 2 pieds 7. La phrase que vous supportez pas d'entendre. C'est quoi cet accent de merde? Ce que les femmes préfèrent chez vous. Je viens de vous le dire. Mouna vient de vous le dire. Dis-le, Moumoun. Mais elle l'a dit déjà. Ouais, là, c'est pas un peu... Sans le voir. Ce qui vous énerve. Décidément. Ce qui vous énerve le plus chez vous. Ce qui m'énerve le plus, c'est peut-être mon... Je suis impulsif, assez impulsif. Ouais. Ça, c'est moche. Avec les années, j'essaie de le contrôler. Voilà. Ouais, tu contrôles bien l'impulsivité, là, quand même. Là, je me contrôle. On sent que tu te tempères un Top petit cool, peu. top cool.
Si vous aviez le choix sur une île déserte, vous préfériez faire l'amour avec une fille très moche ou un mec très beau? Enrico, il a répondu, lui. Hein? Ouais. Ah, lui, c'est un mec très beau, tout de suite. Ouais, bah écoute... Pas du tout, ni l'un ni l'autre. D'abord, pourquoi je partirais sur une île déserte? Sérieux, alors? Bah, je pense que... Non, je pense que je vais rester tout seul dans mon coin, puis je me branlerai. Ah ouais? Quand on n'a pas le choix. Si on n'a pas le choix. Quoi? Qu'est-ce que vous feriez si vous restez 24 heures à vivre? Le coiffeur, peut-être? On en a besoin. Laurent Baffy. 24 heures à vivre. Si c'était à refaire votre vie, vous changeriez quoi? Rien, non, absolument. Rien du tout? Non, rien. Et vous changeriez quoi, Mouna? Vous savez pourquoi ils disent ça? Ouais. Parce qu'ils sont nés, ils ont vécu dans des pays libres. Moi, j'aurais voulu être chanteuse et danseuse dans un cabaret. Libre. Ah. Mais ça, En zone c'était vraiment, franche. ça, c'était vraiment des choses interdites chez nous, absolument out of the question. Si j'aurais à refaire ma vie, c'est ce que je serais. Elle est milliardaire, elle veut faire stripteaseuse, c'est beau. C'est drôle. Ouais. Bien, on rallume la lumière. Alors maintenant, attention. Maintenant, on arrive au blind test, Max Gallo. C'est pour vous, c'est pas pour vous. Alors, le blind test, vous connaissez le blind test, hein, on va écouter les chansons, il faut reconnaître dès le début l'interprète et donner le titre de la chanson. Pour vous, Mouna, et pour toi, Enrico, nous avons fait un blind test oriental. Didier, premier morceau. Didier. Allez. Voilà. Laurent Baffy. Laurent Baffy a reconnu. Vous l'aviez reconnu? Khaled Didier. Morceau suivant, Didier. Didier, Khaled. Avec mamie. Ça s'appelle comment? François Mitterrand. Comme ça? Comme ça. Vous m'avez trahi? La balade des gens heureux. Oui, bravo. Merci. Nous allons applaudir ce soir. Tu t'appelles comment? Jonathan. Tu es devenu une star, on t'applaudit. Ça s'appelle Parisien du Nord. Ça s'appelle comment? C'est un Turc. Arkan, un Tarkan. Tarkan, voilà. Arkan, c'est yougoslave. Ah, tiens, l'eau. Momo, l'eau. Le titre. J'ai dit Sigidine. Je sais pas, il va le dire. Oui, bravo. Quoi, c'est quoi? C'était grâce à l'audience. Simarik. Ah, Simarik. Simarik par Tarkan. Tu t'appelles comment? Jérôme. Jérôme, tu es devenu une star ce soir. Bien, on continue, Didier. Il revient à ma mémoire. Khaled. Souvenir fort. Non. Douce Carte de séjour. Oui, et le titre. Douce France. Bravo. Non. C'est lequel? Carte de séjour de ce français. Laisse tourner un peu. Ça reste pas les simples, Max. Attention, c'est beaucoup plus compliqué. Le morceau suivant est beaucoup plus compliqué. Je vois... Bobazam, bravo Enrico Macias. Mustapha par Bobazam. Alors là, bravo. Attends. Chérie, je t'aime. Qu'est-ce qui se passe? Je vais être une star. Oui. Vous êtes devenu une star, Enrico. Et voilà, Enrico Macias est devenu une star. Le petit Enrico. Le petit Enrico, et il est devenu une star ce soir. De l'an 2000. Et alors? Bon alors, morceau suivant.
je t'aime. Je pense à toi. Voilà. Fais-moi une brique. Fais-moi une brique. Faudel tellement aimé, bravo. Vous êtes devenu une star ce soir. Morceau suivant. Rachida. Rachida. Le titre. Rachida. Ouais. Ah bah. Ancien DJ, hein, c'est normal en même temps. Rachid Taha, Yaraya. Et dernier morceau, il faut me les 3 interprètes. Nadine de Rothschild. Nadine de Rothschild. La copine. Attention. Connu ça. Mais si. Notre-Dame de Paris, Bruno Pelletier. Non. Chérie, je t'aime. Je me lève. Oh, comme d'habitude. Marquis, Faudel. Les 3. Rachida. Fumier, jure. Ça passe très bien. Là, j'ai fait gagner Enrico, mais vraiment, bon. Ah, j'ai dit les 2 premiers, hein. Bon, c'est Jonathan qui a gagné. Ouais. Bravo, Jonathan. On peut rallumer. Et maintenant vient une épreuve particulièrement difficile, Max Gallo. Particulièrement difficile. C'est le vrai jeu de la vraie vérité. Est-ce que vous connaissez le vrai jeu de la vraie vérité? Qui s'appelle en fait Tout le monde à vous. Vous pouvez poser, Mouna, à n'importe qui autour de cette table, la question que vous voulez. Et les autres invités sont obligés d'y répondre. Mais tout le monde peut faire ça. Toi aussi, Bruno. Toi aussi, Enrico. Toi aussi, Jean-Paul. Toi aussi, Marina. Toi aussi, Laurent. Toi aussi, Anne. Qui commence? C'est moi, je vais commencer. Commence. Renaud, je voudrais savoir combien de temps il faut pour avoir une grande queue comme ça. C'était ma question. C'était la question d'Anne de Pedrini. Mais bon. Ça, tu peux répondre, hein? ça tourne autour de ça. Hein? C'est 17 ans environ. Ah, je serais déjà... mais sûrement moins que ça, mais moi, ça a plus de temps. J'ai une question pour Enrico. Oui. À ton avis, que pense ta famille de tes nouvelles lunettes? Je vois que c'est des questions fondamentales. Alors, je vais te dire, j'ai fait un triomphe avec ces lunettes. Pourquoi? Parce que j'en avais d'autres avant pour lire. C'était une catastrophe. Tout le monde me disait, mais enlève ces lunettes, c'est horrible et tout. Je vais pas te faire de la peine, mais moi, je fais un petit sondage. T'as vu, j'avais des infos. Ils le disent pas pour pas te faire de peine, mais ils les trouvent pas terribles. Il y a que mon petit-fils Simon qui n'a pas voulu que je mette des lunettes. Même Josia et tout, il les trouve pas terribles. Demande à ta femme, elle te dira, ta race, tes lunettes, elles sont nulles. Vous avez une question à poser, Jean-Paul, à quelqu'un ici, autour de cette table? À vous, on peut ou pas? Ah, mais à moi aussi. Et tout le monde est obligé de répondre très franchement. Non, c'est une question à vous poser. On peut être sérieux, on a le droit, on fait ce qu'on on veut. peut être ou sérieux ou pas sérieux, tout est possible ici. Je voulais savoir si vous êtes toujours royaliste et qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent que du royalisme à l'extrême droite, la passerelle est très étroite. Je leur dis qu'ils confondent, ils croient que le royalisme c'est un parti politique alors que c'est un système de gouvernement déjà, et que par exemple en Espagne il y a des monarchistes de gauche, des monarchistes de droite, en Angleterre il y a des monarchistes de gauche et des monarchistes de droite. C'est pas un parti politique la monarchie, c'est un système de gouvernement. Et c'est vrai qu'en France il y a quelqu'un qui s'appelait Charles Maurras qui a fait beaucoup de mal à la monarchie en l'identifiant à l'extrême droite. Voilà ce que je dis. Bravo, je suis très content. Au Maroc, c'est une monarchie. Il y avait une question, Mouna, à poser. Vous osez pas? Max, vous avez une question à poser? Je voudrais poser une question à lui, mais j'ose pas lui demander. À qui? Ah ben, fille, si. À Laurent. Oui? Oui. Elle se crache dessus. Alors là, la réponse est oui, mon Mouna. Est-ce que vous aimez les femmes ou les hommes? Mais il est de notoriété publique que je n'aime que les hommes, Mouna.
Tout le monde le sait, parce que tu viens de l'étranger, tu ne sais pas, mais mon signe alors astrologique pourquoi est tu me phoque. voulais à côté de toi? Non, parce qu'il faut que je te parle d'une chose qui me tient à cœur, parce que je m'occupe d'une association qui achète des chiens de paralysés, et comme tu es pété de thunes, je vais t'extorquer un chèque pour le clébard à cette patate. Non, mais on va en parler, Momo, on va en parler. D'accord. Je peux poser une dernière question à Max? Mais oui. D'où te vient ce sens de la fête comme ça Je sais pas, je te demande. C'est communicatif, ça nous a tous gagnés. Nous. Bon, on rallume. Bien. Alors, je vous montre tout ce qu'il y a à acheter et c'est du boulot. Je vous dis tout de suite, vous avez intérêt à avoir du pognon. Donc, les Robins des Bois sont des cons. Ça, c'est les sketchs de comédie. Et si c'est tout comme celui qu'on a vu tout à l'heure, je pense que vous allez en vendre. Il y en a qu'un, c'est celui. Il est vachement bien. Bruno Pelletier, donc il y a le single Loin de chez moi. Voilà. Et le CD, donc qui s'appelle D'autres rives. Voilà. Enrico, Cheikh Raymond, hommage à Cheikh Raymond. Et donc l'Olympia le 4 et le 5 mars. Et ensuite Constantine le 18 mars. Voilà. Ça, c'est pour notre ami qui est parti, c'est Life is so strong. C'est l'hymne du Stade français. Je vais aussi vous parler du livre de Peggy Boucher qu'on a reçu ici, qui s'appelle Ma victoire sur l'Atlantique. Vous connaissez Peggy Boucher? Bien sûr. Vie extraordinaire. Alpha Blondy, ce disque s'appelle Journaliste en danger. Il est vendu au profit par Reporters sans frontières. Pour les journalistes en danger, vous savez qu'il y a des tas de journalistes chaque année. Il y a 36 journalistes qui ont été tués en 99. Et donc, c'est un disque qui est vendu au profit des journalistes en danger. Et Max Gallo, le premier tome. Top à la déconne. Le premier tome de Bleu, Blanc, Rouge qui s'appelle Mariella et le prochain, c'est en avril. C'est ça. Ça, vous devriez le lire, vous. C'est passionnant. Je vais m'y mettre. Bah oui, le soir en rentrant. Le soir. Oui. Le soir en rentrant au Québec. Je peux annoncer quelque chose? Mais je vous en prie, c'est le moment. Hein, c'est que si jamais on ne peut pas venir me voir à l'Olympia le 4 et le 5 mars, avant ma tournée en Algérie, ils peuvent faire un petit tour à Lyon au Palais des Congrès. Ah! Voilà. C'est comme vous êtes aussi à Lyon. Vous êtes à la Cigale le 21 et au Transborder à Lyon le 22, Bruno Pelletier. Voilà. Heureusement que je suis là. Anne de Petrini, Canal+, Comédie, Laurent Baffy, Europe 2. C'était Tout le monde en parle. Rendez-vous la semaine prochaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.